Donc j'appelle Stéphanie Combe et Gérard Raymond. Stéphanie Combe, directrice du Health Data Hub de la plateforme des données de santé, et Gérard Raymond, son vice-président. Et donc à la fois, nous allons faire un bilan de ces 3 premières années, Stéphanie, et puis également commencer à évoquer ensemble les défis qui se posent aujourd'hui et demain dans l'utilisation des données de santé. Stéphanie, puis Gérard, qu'est-ce qui a marché en 3 ans, depuis la création, et qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut pousser le bouton et attendre 2 petites secondes. Voici, c'est bon. Eh ben, bonjour à tous. Merci beaucoup pour être là pour cette 4e édition en fait, de ce colloque qu'on a initié finalement même avant la création du Health Data Hub en 2019. Et on voit que les sujets progressent, ça a été bien démontré dans les 2 introductions. Mais en effet, je pense qu'on peut quand même mettre en avant ce qui a marché et aussi ce qui reste à faire. Et la route, je pense, est encore assez longue. Donc peut-être déjà, comme ça a été dit par le ministre, cette année, on a fait un gros travail de co-construction avec les acteurs sur la feuille de route pluriannuelle à venir. Donc on s'est repenché sur les priorités pour la structure et pour l'écosystème plus généralement. Donc il l'a listé, mais je voudrais quand même les remettre une minute en lumière, parce que c'est ça qui est particulièrement important pour notre écosystème. Évidemment, notre premier axe stratégique pour 2023-2025, c'est réduire les délais d'accès. Les acteurs sont unanimes. Aujourd'hui, c'est encore trop long en France pour accéder aux données de santé. Alors après, on peut rentrer dans les détails en fonction des procédures, en fonction de la nature des données, mais dans l'ensemble, ça reste encore un défi à relever, même si on a mis en place un certain nombre d'actions pour réduire de manière efficace ces délais. Je laisserai mes collègues qui reviendront sur les actions juste après rentrer un peu plus dans les détails. Le deuxième axe, c'est celui de la mise à disposition plus large de la base principale du système national des données de santé. Alors ça fait un nom un petit peu long pour la grande base de l'assurance maladie, mais ça aussi, ça a été dit en introduction. Cette base, elle représente un actif stratégique pour notre pays. Elle est relativement unique au monde, et pour autant, elle est utilisée, mais certainement pas autant que ce qu'on pourrait envisager par tous les acteurs de la recherche et de l'innovation, d'autant plus si on arrive à l'enrichir avec d'autres sources de données, notamment cliniques. Donc ça, c'était déjà en fait un enjeu bien identifié au moment de la création du hub, sur lequel on n'a pas réussi à avancer suffisamment. Donc de manière unanime, les acteurs ont demandé à ce que cet axe stratégique soit remis à l'ordre du jour pour la 2e feuille de route. Le 3e axe, c'est nouer davantage encore de liens avec les acteurs de l'écosystème. Donc on a un rôle en tant qu'opérateur de fédérer cet écosystème des données de santé. On n'a pas du tout l'ambition de créer les bases ou de les exploiter, mais on doit tisser ces liens avec tout l'écosystème. Je pense qu'aujourd'hui, on l'a beaucoup fait. Déjà, on pourra vous remontrer tout ça, mais il y a encore plein de choses à faire. Et il y a notamment cet axe autour des entrepôts de données de santé hospitaliers qui nous a beaucoup occupé cette année. Et je pense qu'il faut répliquer peut-être avec les cohortes, avec la médecine de ville, où là aussi il y a un projet qui est prévu. Et enfin, un axe qu'on a intitulé exactement de la même manière que dans notre première feuille de route, écouter la société civile et co-construire une culture de la donnée de santé. Non pas parce que nous n'avons rien fait, bien au contraire, mais parce qu'il est toujours aussi important pour nous dans cette 2e phase du hub. Donc peut-être, pour ne pas faire trop long, mais donc, ce qui nous a peut-être limité dans ces 3 premières années de vie du Health Data Hub, ça a un tout petit peu été dit précédemment, c'est qu'il nous manquait peut-être un cap stratégique plus clair. La loi qui a créé le hub en 2019, qui a élargi le système national des données de santé, a aussi créé le comité stratégique des données de santé. Donc on aura une présentation après beaucoup plus détaillée du rôle et des enjeux de ce comité, mais nécessairement il n'existait pas au moment où on a commencé les travaux du Health Data Hub. Et ce comité est très important puisque c'est lui qui va un petit peu fixer à la fois l'ambition à moyen terme, mais aussi les règles du jeu du partage des données de santé. Ces règles-là, elles sont en partie écrites dans la loi. Pour autant, nul n'est censé ignorer la loi, mais en vrai, il faut quand même qu'on explique la loi souvent. Et aussi, il y a quand même des parties qui ne sont pas écrites dans la loi, sur lesquelles on travaille, par exemple, tous les enjeux de valorisation économique de l'accès aux données. On connaît les principes généraux, mais comment ça va s'appliquer dans la pratique?
Ça, c'est un gros travail qu'on est en train de mener, notamment sous l'égide du comité stratégique. Donc ensuite, opérationnellement, ce qui a marché, donc en 3 ans, malgré ce cap qui est en train de se dessiner au moment où je parle, on a quand même réussi à poser, à mon avis, des fondations solides, avec aujourd'hui plus de 70 projets dans notre portefeuille, un service socle qui est fonctionnel, la plateforme technologique est en production, on a des projets qui tournent dessus, et aussi des outils pédagogiques. J'en parlais pas plus tard que hier avec l'équipe. On a beaucoup moins de questions de porteurs de projets au niveau individuel parce que finalement, ils trouvent la majorité des réponses dans tous les kits qui ont été mis à disposition, les formations, etc. Donc, on arrive à commencer à voir les effets de l'industrialisation de l'accompagnement. Merci Stéphanie. Gérard, votre point de vue en tant que vice-président et président de France Asso Santé, je le rappelle, hein, sur les travaux et ce qu'a mené, constitué le HDH. Tout à fait. Tout d'abord, une idée qui me vient comme ça à l'instant, à l'écoute du ministre. Il paraît qu'il ne faut plus parler de hub, data hub. Entrepôt, c'est pas joli. Madame la directrice, on pourrait lancer un concours pour que certains nous trouvent un joli nom pour appeler cet entrepôt de données de santé qui mérite bien d'avoir... Attention, parce que j'avais déjà eu des propositions comme l'annuaire des données de santé, je n'étais pas fan. Non. Un concours avec un joli nom, un nom, une allégorie, quelque chose qui soit positif. Bon, à mettre dans nos discussions. Donc, revenons, le hub, comme ça, ce sera plus facile pour nous. C'est tout d'abord, vous le savez tous, c'est un groupement d'intérêt public qui regroupe 56 parties prenantes, et beaucoup plus d'ailleurs, l'ensemble effectivement des acteurs de ce pays sur la donnée de santé. Pour le travail qui a été accompli cette année sur ces 4 priorités, on a vu très vite un consensus se produire. Il n'y a pas eu véritablement de discussion ou de divergence ou de différence, une volonté totale de l'ensemble des parties prenantes, à ce qu'effectivement, et Stéphanie l'a dit, il y ait une accélération de l'utilisation des données de santé, qu'il y ait effectivement aussi une meilleure qualité des données de santé. Et là, on se rend compte tous qu'effectivement, si cette merveilleuse base de données, qui est le SNDS, peut nous permettre effectivement de faire des études, mais elle n'est pas tout à fait complète. Et pour reprendre simplement les mots du ministre qui disait qu'en Amérique, on avait recensé les fumeurs, eh bien, la base de données de santé de l'assurance maladie ne nous donne pas si les gens y fument ou ne fument pas. On ne peut pas savoir. Donc, parfois, c'est important de connaître aussi d'autres données et de pouvoir les mélanger pour faire de meilleures études, et particulièrement sur la prévention. Et je retiendrai un axe fort, vous comprendrez que je suis partie prenante là-dedans, c'est être à l'écoute et accompagner l'ensemble de nos concitoyens. Je trouve que ça, c'est aussi une raison majeure du hub, d'être effectivement à l'écoute de nos concitoyens et de pouvoir les accompagner à l'acculturation de ce que sont d'abord le recueil des données de santé, puis l'entrepôt des données de santé, comment bien les conserver pour pouvoir mieux les utiliser pour faire de la recherche, qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit aussi sociologique, et c'est important pour nous. Donc on voit bien que le Hub Data est au cœur aujourd'hui du recueil, mais aussi de la réutilisation des données de santé dans une stratégie du numérique en santé qui place la France dans le peloton de tête après avoir été pendant quelques années un peu à l'arrière. Donc à nous aujourd'hui de poursuivre cette volonté d'accélération, cette volonté de co-construire et de travailler en commun, particulièrement effectivement avec ces 56 parties prenantes et bien d'autres, mais aussi avec la société civile que nous représentons. C'est important qu'on soit dans une véritable co-construction, co-participation. Ça n'empêche pas d'avoir des débats parfois fermes sur la sécurité, sur la participation citoyenne, la transparence, effectivement. Mais notre volonté est clairement affichée d'accélérer l'acquisition de ces données de santé pour pouvoir accélérer les recherches. Merci Gérard. Stéphanie, entre ce que vous nous avez dit en premier propos et ce que vient d'éclairer Gérard, aujourd'hui, les conditions ne sont pas totalement réunies pour un partage efficace des données de santé aujourd'hui ? Je pense que même si le ministre a bien mis en avant le fait que la crise sanitaire
je pense, pour un certain nombre d'entre nous, à expliciter l'intérêt des données de santé. Je ne suis pas certaine que ce soit encore suffisant. Et d'ailleurs, je ne suis pas certaine qu'on fasse nécessairement... je pense que les statisticiens, et notamment l'adresse, fait un lien immédiat entre, par exemple, la vaccination qui a été évoquée et les données de santé, mais je ne suis pas certaine que pour la population, le lien soit si évident entre la donnée de santé et la prise en charge quotidienne, en fait. Et l'autre difficulté qu'on a, du coup, c'est que le bénéfice du partage des données de santé est un peu occulté par le fait qu'on est dans la recherche et l'innovation. Et donc, du coup, on met du temps à voir les résultats concrets de l'accès aux données de santé. Je vous donne un exemple. Si une start-up accède à des données de santé pour améliorer son logiciel, que ça marche. Par exemple, la start-up qui est une des start-up qu'on accompagne, Implicity, qui essaye de prédire les crises d'insuffisance cardiaque avec les données des pacemakers connectés. Si leur algorithme marche, reste encore à l'intégrer dans leur dispositif médical, à le faire certifier, à trouver le modèle économique, à le faire rembourser, etc. Moi, je ne suis pas experte de cette partie-là. Mais du coup, le moment où tous ces jalons seront franchis, on pourra dire que l'accès aux données de santé leur a permis, quelque part, d'améliorer la qualité des soins. Donc, il y a quand même plusieurs années entre la recherche et le bénéfice, et il faut qu'on se projette collectivement dans ce bénéfice à venir, ce qui rend la chose assez difficile et assez abstraite pour la majorité des gens. Donc on est encore aujourd'hui, moi, contrairement à ce que je m'étais imaginé avec la crise sanitaire, dans une démarche de conviction. Et elle n'est pas terminée. Et je pense que les travaux qu'on mène avec la société civile, avec France Asso Santé et avec la direction citoyenne chez nous, sont essentiels à ce titre-là. Il faut qu'on arrive à craquer la vulgarisation de ces thématiques. Et ce n'est pas sans impact parce que du coup, on se concentre parfois sur les risques à faire et on ne voit pas le risque à ne pas faire. Donc nous, on a demandé d'ailleurs à ce que ce soit étudié cette année. Donc on a commandé une étude un petit peu orientée intérêt économique à accéder aux données de santé qui nous a montré, alors après, je pense que c'est très difficile de mener ces évaluations, mais qui estime à 7 milliards d'euros par an le gain pour l'économie française à accéder aux données de santé. Certes, on a des atouts considérables, mais on n'est pas considéré dans les classements internationaux comme les meilleurs en matière de start-up, entreprises avec des fortes valorisations. On n'a pas de licorne dans le domaine des données de santé. Voilà, de dépôts de brevets, etc. Donc, à côté de ça, on a des acteurs comme Israël, Corée du Sud, qui sont quand même considérés comme en pointe par l'OCDE sur ces sujets-là, avec aussi la numérisation des établissements de santé. Enfin, un certain nombre d'éléments qui nous démontrent que même si on est bien avancé en France et qu'on a un certain nombre de conditions réunies pour être un leader, aujourd'hui, on a quand même cette marche à franchir et qu'il ne faudrait pas la rater. Et d'ailleurs, on observe qu'un certain nombre d'industriels vont chercher les données à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, voire même en Chine. Donc cet enjeu-là, pour nous, il est quand même important. Cette prise de conscience, pour nous, elle est quand même très importante maintenant et pas dans 5 ans ou pas dans 10 ans, quoi. Gérard, peut-être pour apporter une note un petit peu plus positive, à propos de partage des données, vous avez mené une étude absolument emblématique de l'intérêt de ce partage des données avec Vivre Covid-19, que vous avez mené en partenariat, comme l'a dit Stéphanie, avec le Health Data Hub. Oui, bon, vous connaissez mes attaches aux données de santé dans d'autres fonctions que je menais au sein de la Fédération française diabétique. Et quand je suis arrivé à France Asso Santé, j'ai considéré qu'effectivement, cette structure devait aussi s'intéresser aux données de santé, non pas simplement pour avoir un plaidoyer, une position politique par rapport aux données de santé. Et Stéphanie vient d'en parler. Effectivement, d'un côté l'accélération, de l'autre côté la sécurité, et avec beaucoup de complexité dans l'organisation et dans la mise en place de l'ensemble des structures qui sont là pour faire effectivement valider les projets et assurer la sécurité des uns et des autres, gagner la confiance de l'ensemble de nos concitoyens. Donc ça, c'est un côté de participation, mais en interne, il nous a paru important qu'effectivement France Asso Santé se préoccupe. Et bon, l'arrivée du Covid a été l'élément détonateur
pour qu'en quelques jours, effectivement, nous fassions comprendre à l'ensemble de nos associations membres qu'il était important que l'on ait une étude sociologique, qualitative et quantitative sur le ressenti des associations, enfin des membres des associations, face à cette crise-là. Et effectivement, on a senti un engouement de bon nombre d'associations qui se sont intéressées. Je voudrais dire juste une parenthèse, c'est que nous avons mis ça en place dès le mois d'avril-mai 2020. On avait le sentiment que ça allait durer. Certains nous parlaient d'une grippette. Nous, on avait déjà quand même senti que ça risquait de durer un certain temps. Et donc, c'était important de voir quand même le ressenti et l'état d'anxiété de l'ensemble de la population. Donc, on a lancé cette étude-là, grâce effectivement à l'Hub Data et avec d'autres partenaires, effectivement, qui nous a permis de mener aujourd'hui plus de 5500 personnes continuent tous les mois à alimenter ce questionnaire-là et ces données-là. Nous avons aussi voulu partager ces données de santé, une fois que nous avons compris l'intérêt qu'elles pouvaient représenter pour l'ensemble de l'écosystème. Et donc, nous avons un partenariat avec Santé publique France. Il nous paraît important, effectivement, que ce partenariat soit fait avec Santé publique France pour pouvoir avoir ces données-là et de continuer à travailler sur l'état de santé de notre population, avoir un observatoire de l'état de santé de la population et de participer effectivement à cela. J'ajouterais que poursuivant effectivement sur cette lancée-là, à l'heure actuelle, France Asso Santé travaille sur des orientations stratégiques pour 3 ou 4 ans en futur. Et dans un axe prioritaire de nos orientations stratégiques, c'est d'être aussi un acteur et être un observatoire de l'état de santé de la population pour pouvoir être aussi un acteur de l'amélioration de la prévention dans ce pays. Voilà. C'est ça. Et s'engager pour que l'ouverture des données ne soit plus une exception, mais une norme, hein, si j'ai bien compris. Voilà. On avait déjà, après le Mediator et autres, nous avions été les premiers à dire mais il faut ouvrir les données de santé. Nous passions avec toute la méfiance que certains peuvent porter et la représentation que certains peuvent avoir. Nous avions conscience qu'effectivement, ces données de santé devaient être ouvertes pour pouvoir améliorer la recherche et améliorer nos conditions de vie. Complètement. Hein, et la qualité de vie. Et donc, effectivement, il faut que cela devienne une habitude. Ce n'est pas une exception. Ça doit devenir une habitude. Alors, ce n'est pas très poli, mais j'ai le téléphone là parce que je dois aussi participer à notre colloque. Aujourd'hui, c'est l'Agence numérique en santé. Et mon discours sur l'Agence numérique en santé sera de dire aux professionnels de santé, il n'y a plus de perte, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de temps à perdre. Obligation de se servir des logiciels métiers interopérables, de la messagerie sécurisée et de remplir mon espace santé. Si nous voulons avoir des données de qualité, il faut le faire tout de suite. Merci. Stéphanie, Gérard vient d'évoquer la nécessité effectivement de passer je dirais, à la vitesse de croisière l'ouverture des données. Ça devrait être évident avec tout ce qu'on a vécu depuis 3 ans. Pour la population. En effet, mais malgré tout, je pense qu'il faut sans cesse y revenir. Moi, ce que je trouve intéressant, juste pour réagir une seconde sur ce qu'a dit Gérard, c'est que même si la loi est prévue pour l'ouverture des données de santé, c'est intéressant de voir les acteurs s'organiser pour s'en occuper, parce que ce sera toujours plus efficace si les acteurs y voient un intérêt par eux-mêmes que la simple application rigoureuse de la loi. Donc là, même les associations qui sont finalement pas forcément les acteurs les plus naturels à la base, comme producteurs et utilisateurs de données, là, elles se sont complètement saisies du sujet et en plus ensemble, en collectif, dans une logique de partage. Donc c'est assez intéressant parce que plus on aura une multiplication de ces exemples-là, et puis ça deviendra justement l'évidence. Et c'est peut-être de ça dont on manque aujourd'hui. Mais en effet, les cas d'usage, ils sont vraiment infinis. Alors, on a ceux de la crise sanitaire qui ont été évoqués en introduction. On a tout ce qui relève de la recherche médicale. Donc, évidemment, on peut penser aux maladies rares. Rassembler beaucoup de données, ça nous permettra de mieux comprendre les pathologies et de proposer des meilleures prises en charge. On a aussi tout ce qui relève du logiciel, donc vraiment dans une logique d'accompagner notamment les professionnels de santé dans leurs actes, que ce soit le dépistage, poser un diagnostic. Et ça, je pense qu'il y a vraiment matière, comme les dispositifs médicaux connectés, les logiciels captent de la donnée en permanence. Si on est capable de l'analyser, on pourra enrichir ces logiciels et les rendre quelque part plus intelligents et faire gagner du temps médical. On sait que c'est un sujet vraiment d'actualité en ce moment.
Évidemment, tout ce qui relève aussi du suivi du système de santé. L'adresse est partenaire du colloque. Tout ce qui relève de l'évaluation des politiques publiques, on arrive quand même mieux à le faire si on dispose des données. Et ce n'est pas forcément évident. On va parler de prévention, mais pour évaluer ou designer une politique de prévention, faut-il encore avoir les données contextuelles qui permettent de mieux comprendre un parcours de soins. Plus on arrive à anticiper, mieux c'est. Mais du coup, comment récupérer ces données contextuelles qui nous permettraient d'anticiper? Donc ça, ce sera le thème de tout à l'heure. Et puis enfin, certainement, un potentiel d'économie pour le système de santé si on met en place toutes ces innovations. Bien sûr. Gérard, vous présentez les patients. On sait qu'il y a légitimement des craintes sur le partage, l'ouverture des données de santé. Comment expliquer aux Français que c'est dans leur intérêt à la fois individuel et collectif? Les craintes, c'est aussi un peu de sagesse et de responsabilité. Il ne faut pas non plus, à part quelques-uns qui sont contre tout, mais toutes les études que nous avons pu faire et les sondages qu'on a pu faire, on s'est rendu compte que plus de 70% des membres associatifs, mais des citoyens, avaient une approche favorable à l'utilisation des données de santé. D'abord pour eux-mêmes, effectivement, on voit bien, pour être mieux soignés, etc. Mais aussi dans notre système, pour aussi faire avancer la recherche. Donc effectivement, il y a quand même quelques points de vigilance qu'il faut avoir et que nous devons porter. C'est la sécurité, la transparence, l'intérêt public, effectivement, dans la recherche. Mais encore une fois de plus, cela n'est pas une contradiction avec la volonté d'accélérer et que cela devienne effectivement une pratique normale et quotidienne. Et au-delà du SNDS, c'est aujourd'hui notre réflexion est sur la qualité du recueil des données de santé. Je disais tout à l'heure qu'effectivement, le SNDS n'avait pas la taille, le poids, si la personne était fumeur ou pas, on ne l'avait pas. Donc il y a certainement aussi à étudier et à réfléchir la qualité des données de santé que nous devons recueillir et que les professionnels de santé, que ce soit demain dans mon espace santé ou déjà aujourd'hui, mais on verra bien demain comment on pourra utiliser ces données-là, mais aussi dans les logiciels des établissements de soins, etc., comment on peut recueillir ces données pour pouvoir faire de vraies études sociologiques de l'état de santé, avoir un véritable observatoire de l'état de santé de la population. Donc croiser l'ensemble de ces données de santé nous paraît essentiel. Autre donnée qui nous paraît essentielle aussi, c'est ce que nous appelons, nous, la qualité de vie, les prompts. Et je pense que ça aussi, il faut qu'effectivement le milieu associatif se saisisse effectivement de ces opportunités-là pour être effectivement un accélérateur de l'engagement au niveau institutionnel, mais de notre système de santé, à recueillir les prompts de l'ensemble de nos concitoyens pour pouvoir encore aller plus vite, avoir un regard beaucoup plus exact sur le ressenti. Ça doit permettre effectivement aussi de pouvoir mieux répondre aux besoins de la population, que ce soit sur la mise en place de dispositifs médicaux ou de médicaments. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé demande effectivement à ce qu'on ait des études en vie réelle de l'acceptabilité que ce soit des médicaments ou des dispositifs médicaux. Donc, la demande, oui. Comment on le fait ? Il faut y aller. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tous les champs sont ouverts. Certes, il ne faut pas se leurrer d'optimisme béat. Il faut aller pas à pas, tout en considérant qu'effectivement, il y a des difficultés et ne pas se perdre dans les méandres. Il faut rester responsable, il faut rester extrêmement clairvoyant et vigilant. Mais aujourd'hui, la société civile et l'ensemble des associations qui ont beaucoup travaillé, qui travaillent beaucoup là-dessus, sont aujourd'hui extrêmement favorables à ce recueil des données de santé et à ce partage des données de santé, à condition qu'effectivement, elles y participent amplement, que ce soit dans la conception, mais aussi dans la gouvernance, effectivement, des institutions qui doivent être là pour pouvoir gérer et favoriser le travail sur ces données de santé. Merci Gérard. Stéphanie, pour finir, peut-être un dernier thème d'actualité. Le Health Data Hub est chef de file du projet d'ambition européenne d'espace de données de santé. Est-ce que c'est un mouvement qui joue en faveur d'une culture partagée et décomplexée dans l'usage primaire, secondaire des données de santé à l'échelle de l'Union ?
En effet, nous, on pense que ça peut vraiment être très moteur par rapport au mouvement dans lequel on s'inscrit. Et notamment, on constate que la Commission européenne est extrêmement dynamique sur ces questions-là. Puisque si vous avez suivi cette thématique, vous avez peut-être vu qu'elle a d'abord lancé une action conjointe, donc un programme de travail pour formuler des recommandations en vue d'un texte. Mais en fait, sans véritablement attendre les recommandations, elle a fait une proposition de texte et sans vraiment attendre non plus, elle a fait un appel à candidature pour prototyper ce que pourrait être cet espace commun de données de santé. Donc en gros, un réseau de Health Data Hub nationaux. Donc déjà, ça montre qu'elle considère qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre sur ces questions-là. Donc c'est plutôt une dynamique qui, nous, on trouve inspirante. Évidemment, c'est hyper enthousiasmant de se retrouver avec le consortium Compilote qui sera présenté beaucoup plus précisément par Emmanuel tout à l'heure, de s'inscrire, enfin d'être chargé quelque part de cette mission qui est très ambitieuse de construire le prototype avec les partenaires. Et ça place la France dans une situation intéressante pour les négociations des textes. Alors moi, je ne connais pas le détail des négociations de ce type de texte, mais je suppose que le fait d'être aux premières loges de la mise en œuvre concrète pourra nous permettre d'être vocaux par rapport à nos attentes et à ce qu'on constate, nous, comme besoin par rapport, sur le terrain. En parallèle de ça, la Commission a lancé aussi un appel à candidature pour financer, pas entièrement, mais en partie les Health Data Hub nationaux. Donc ça veut dire qu'elle ne fait pas que dire il faut qu'ils se mettent en place et voilà les règles du jeu. Elle prévoit aussi d'en financer une partie. Alors après, ce ne sera pas des montants faramineux, mais ça montre quand même qu'il y a une volonté aussi d'aller jusqu'à financer. Et on constate aussi qu'il y a quand même beaucoup d'appels à projets pour promouvoir des thématiques d'utilisation de données de santé. Maladies rares, standardisation de données, qualité des données et certainement que j'en oublie un certain nombre. Donc nous, quand on peut, on candidate. On avait été lauréat d'un appel d'un projet européen Eden autour de la standardisation. Là, on a identifié plusieurs appels à projets. On souhaite candidater généralement avec nos partenaires nationaux et on pense aussi que ça présente un intérêt justement de créer des collectifs et des consortiums pour répondre à ces opportunités. Déjà pour des raisons de financement, mais parce qu'aussi ça nous oblige à travailler ensemble et à se mettre dans une logique européenne de plus en plus sur ces questions de données de santé. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On vous applaudit. Avant, je vous laisse rejoindre la salle. Petite précision logistique, il y a 4 places devant, donc je demanderai aux personnes qui sont malheureusement assises au fond de bien vouloir venir s'exposer au premier rang afin que vous soyez mieux installés et plus intégrés à notre échange collectif. Voilà, je vous laisse vous installer. Merci à tous les deux. J'appelle à présent, on va continuer à détailler le bilan des projets menés par le Health Data Hub. Et j'appelle à présent les différents directeurs du Health Data Hub à venir nous rejoindre sur la tribune, si vous voulez bien. Voilà. Alors, je vous présente nos intervenants de gauche à droite. Et Carole Dorfin, directrice des partenariats. Professeur Hossein Konsari, directeur médical, Caroline Guillot, directrice de la direction citoyenne, et Emmanuel Bacri, directeur de l'innovation, si je ne me trompe pas. Scientifique, pardon. C'est mieux. Ok, oui, ça va avec. Carole Dorfin, je vous laisse nous présenter les 73 partenariats que mène depuis 3 ans le Health Data Hub. Je vous donne la zapette. Vous êtes responsable de faire circuler vos slides. Oui, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, le Health Data Hub est un accélérateur des projets innovants autour de la réutilisation des données de santé. Et effectivement, en seulement 3 ans, le HDH a généré un important portefeuille de projets venant d'horizons différents. Alors pour certains, des projets avec des arrivées spontanées. On compte 13 projets Covid aujourd'hui. L'idée étant que demain, tout porteur de projet pourra soumettre un projet au Health Data Hub. Pour autant, aujourd'hui, la plupart des projets que nous accompagnons sont des lauréats d'appel à projets que nous avons lancés en collaboration avec nos partenaires, soit généralistes comme la BPI ou en région avec le Data Lab Normandie.
Nous lançons également un certain nombre d'appels à projets sur lesquels mes collègues reviendront par la suite sur des sujets thématiques, sur les bibliothèques ouvertes d'algorithmes en santé, avec nos partenaires en cancérologie, sur des sujets également de santé-environnement. Nous avons également des projets qu'on va directement identifier pour leur intérêt thématique et stratégique et qui sont portés avec nos partenaires associations de patients, autres plateformes de données comme effectivement le projet d'espace européen des données de santé, des acteurs internationaux et des hôpitaux. Alors, comment se passe notre accompagnement au niveau du Health Data Hub pour ces projets? Eh bien, tout d'abord, la réalisation d'un projet de réutilisation de données de santé présente de grands défis. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner ces porteurs pour diminuer, je dirais, le temps d'accès aux données de santé et les aider à relever ces défis. Donc, la première étape, pour nous, c'est déjà de cadrer et d'accompagner dans le cadrage nos partenaires. Donc avec une première phase de conventionnement où on va répartir on va dire les rôles et responsabilités. Je ne sais pas si le son est bon. Si, je crois que c'est bon. Ok. Aurélie. Voilà, il faut assez près du micro. Ok, ça marche. Donc une phase de conventionnement où les responsables de partenariat de mon équipe vont accompagner les partenaires autour des engagements réciproques, parfois des financements, des engagements de partage de données, donc dès le début de ces échanges. Une fois la convention signée, un certain nombre d'ateliers vont être menés pour accompagner les porteurs, pour les aider à relever ces défis, notamment les défis réglementaires, avec une première étape qui est la validation du protocole scientifique auprès du comité d'éthique, le CESRES, qui vise à évaluer l'intérêt général du projet, son sérieux méthodologique et scientifique. Donc pour cela, on a une équipe qui est dédiée pour accompagner les porteurs et les aider dans la construction de leur protocole. Une fois l'avis favorable obtenu, l'étape suivante réglementaire, c'est l'accès à l'autorisation de la CNIL. Donc là encore, une équipe accompagne nos porteurs de projets pour les aider à répondre aux attentes de la CNIL pour le plus rapidement possible obtenir une autorisation favorable. Ce qui va être le précieux sésame pour pouvoir avancer et pouvoir travailler sur cette réutilisation des données de santé. Donc l'étape suivante, c'est la collecte de ces données auprès des différents responsables de données qui sont partie prenante au projet, le transfert et la transformation de ces données avec potentiellement des appariements, notamment avec le système national des données de santé. Une fois que la base de données est prête, eh bien, le porteur peut enfin travailler et réaliser son étude sur la plateforme du Health Data Hub, par exemple, ou sur une autre plateforme. Là encore, on lui fournit un certain nombre d'outils pour l'aider dans ses travaux. L'objectif à la fin est effectivement donc de la réalisation de l'étude, mais également le partage de certains résultats. Ce partage est extrêmement important parce qu'il vise aussi notre objectif de pouvoir favoriser la réutilisation de briques d'intérêt qui auraient été déjà utilisées, préparées par nos acteurs partenaires sur de la préparation de données, du nettoyage de données qui peuvent être des étapes très chronophages et pour autant pas celles qui vont apporter le plus de valeur médicale et qui vont permettre de faire accélérer les travaux pour les prochains projets. Très bien. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de permettre aux porteurs de se concentrer sur la phase d'analyse et que ces phases plus longues, ces défis réglementaires, soient le plus rapidement derrière eux. C'est l'objectif de notre accompagnement. Aujourd'hui, sur les 73 projets qui sont accompagnés, 59 utilisent ou utiliseront la plateforme technologique. 22 sont à ce jour dans la phase réglementaire, dans la phase d'obtention de la précieuse autorisation CNIL. 25 projets sont en phase de préparation des données. 15 fonctionnent sur la plateforme du HDH où ils rentreront prochainement, en tout cas d'ici la fin du mois. Et 12 projets sont terminés ou ont déjà produit des résultats intermédiaires. Donc on continue le sourcing des projets avec 6 appels à projets en cours et 6 appels à projets qui vont venir prochainement permettre d'obtenir de nouveaux projets qui vont venir travailler sur ces données de santé.
Donc évidemment, ces travaux nous ont permis, ces accompagnements, d'améliorer notre process et de mieux répondre aux attentes pour accélérer l'accès à ces données de santé. Avec 3 axes d'approfondissement. D'abord, un travail en collaboration sur les démarches réglementaires avec nos collègues de la CNIL, de l'adresse, de la CNAM et du CESRES pour plus de transparence, pour mieux comprendre les points d'attention, pour pouvoir les partager à nos partenaires et permettre justement plus rapidement d'obtenir ces autorisations. Un appui également à la CNAM dans la livraison des données avec plus de 186 extractions qui ont été réalisées depuis le début de l'année et le développement d'un projet de concentrateur qui va permettre d'industrialiser les appareillements entre les différentes bases. Voilà un petit peu pour le panorama, mais le mieux est probablement de laisser la parole à un porteur de projet, Francisco Orchard, qui est data scientist chez Epiconcept et qui a travaillé un projet qui est déjà en cours sur la plateforme et qui va nous en dire un petit peu plus. Voilà, à travers une vidéo, si je ne m'abuse. Exactement. Je vous laisse du coup, voilà. La voici. Si ça veut bien démarrer. Voilà, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Francisco Orchard, je suis data scientist chez Epiconcept. Le projet EPIST vise à améliorer le programme du dépistage de cancer du sein. Parce que le dépistage de cancer du sein est un enjeu de santé publique de taille. Avec près de 12 000 décès et 60 000 nouveaux cas chaque année, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes, mais aussi le plus mortel. Pour réduire la mortalité, l'État propose chaque année à 5 millions de femmes un dépistage gratuit, mais seulement la moitié sont réalisés. Les cancers détectés lors du dépistage ont significativement un meilleur pronostic car ils sont détectés à des stades plus précoces. Pour autant, il reste des choses à améliorer. D'un côté, un cancer sur 6 passe sous le radar du dépistage. De l'autre, 80% des mammographies positives ne sont pas en définitive des cancers confirmés. Il y a donc beaucoup à faire pour améliorer de manière significative le suivi de ces femmes. En utilisant l'intelligence artificielle et les données de l'assurance maladie sur les consommations des soins, le projet d'EPIST va développer une analyse automatique des mammographies et des facteurs de risque. L'analyse approfondie des données disponibles combinée à celles de l'assurance maladie permettra d'identifier les patients nécessitant un suivi médical renforcé et celles pouvant bénéficier d'un allègement du parcours. Après avoir franchi toutes les étapes réglementaires, les données du Centre régional de coordination des dépistages des cancers d'Occitanie, ou CRCDC, sont en cours de transfert vers la plateforme du HealthDataHub, où elles seront combinées aux données de l'assurance maladie. Chaque mammographie positive ou associée à un cancer sera ensuite annotée par un radiologue afin de déterminer la localisation exacte du cancer. Une fois ces 2 étapes réalisées, nous allons reconstruire le parcours de chaque femme de manière détaillée pour pouvoir tester plusieurs améliorations possibles à partir du printemps 2023. Réduire les chances de subir les conséquences d'un cancer non détecté précocement, tout en proposant un dépistage moins lourd pour une grande majorité des femmes. Carole, nous restons avec vous. Pour un autre sujet qui est intéressant aussi, on vient de voir avec précision ce qu'il en est des partenariats. Un des grands atouts du HDH, me semble-t-il, c'est la constitution de catalogues de bases de données. Comment est-ce que vous procédez, comment est-ce que vous agissez pour que ces catalogues soient, je dirais, les plus pertinents et les plus intéressants possibles? Alors, effectivement, j'essaie de passer la slide suivante. Non, voilà, c'est bon. La voici. Effectivement, pour faire tous ces beaux projets, on a besoin de données et de beaucoup de données. Et le choix et l'importance des bases de données va être capital pour pouvoir favoriser l'usage de ces données au profit de l'intérêt général, au profit de l'intérêt des patients. Donc, on en a un petit peu parlé, le ministre en a parlé, François Lenglart également, Fabrice Lenglart, pardon, en a parlé également. Aujourd'hui, la base principale du système national de données de santé est extrêmement riche et elle s'enrichit de 2 bases, la base SIDEP, la base vaccin Covid par arrêté de mai de 2022.
Donc cet arrêté a également permis l'inscription au catalogue d'10 bases stratégiques d'intérêt qui viennent d'horizons différents, des bases académiques comme la base de l'INSERM avec Hépater, par exemple, cohorte de patients infectés par le virus de l'hépatite B ou l'hépatite C. On a également des bases qui proviennent d'acteurs hospitaliers comme le CHU de Bordeaux avec la base Memento sur une cohorte de patients ayant des signes pouvant évoquer une forme débutante de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Des bases de l'ARS, Unicancer, ou des bases industrielles comme la base de Roche, base ATU, donc qui vont venir permettre de favoriser l'usage de ces données. Alors comment se fait la sélection de ces bases? Eh bien, elle est encadrée par un processus de sélection encadré par le comité stratégique des données de santé, qui est présidé par le ministère de la Santé et de la Prévention et qui réunit plusieurs acteurs de l'écosystème chargés de fixer les grandes orientations du catalogue du SNDS. Donc, dans cet objectif, un groupe de travail a été mené pour justement construire ce processus d'inscription des bases au catalogue et a été validé en juillet 2022. Avec un processus finalement assez simple pour faire le sourcing des bases. Une première étape qui est une lettre d'intention portée par les responsables de données et qui va permettre de faire savoir la volonté d'être inscrit au catalogue. La deuxième étape, c'est que le responsable de données nous décrive la base avec une fiche précise sur la nature des données, la taille de la base, la profondeur historique, le mode de renouvellement de ces données. Ces éléments seront ensuite transmis par le HDH à un expert indépendant qui va fournir une première évaluation avec une fiche d'expertise pour évaluer l'intérêt de l'intégration de cette base au catalogue. Tous ces éléments seront ensuite transmis au comité stratégique des données de santé qui va prioriser ces bases de données et faire une recommandation en attendant la publication de l'arrêté, bien sûr après l'instruction de la CNIL sur la conformité de la base qui devra bien sûr se conformer à un certain nombre d'exigences réglementaires. Donc finalement, qu'est-ce que ça apporte à un porteur, un responsable de données de mettre sa base au catalogue? Donc évidemment, mettre sa base au catalogue va apporter de la visibilité sur le site internet du Health Data Hub, à travers des actions de communication. Être dans cette base va permettre de stimuler les projets de recherche sur ces bases de données. Bien sûr, elle va permettre également un enrichissement de cette base avec les autres bases de données, bien sûr la base du Système national des données de santé, avec, à travers des chaînages, des appareillements qui vont apporter de la valeur avec de nouvelles données pour cette base, mais également la possibilité de chaîner avec d'autres bases du catalogue. Le responsable de données bénéficiera également de l'accompagnement du Health Data Hub à toutes les étapes, depuis la mise en œuvre, l'analyse de la conformité de la base au sens du RGPD, l'effort de documentation, la mise en place du canal de transmission, jusqu'à la fourniture d'un DOI, Digital Object Identifier, pour identifier l'utilisation de la base. Voilà, maintenant, l'accessibilité en open data l'accessibilité des données ne signifie pas que ces données vont être ouvertes à tout vent en open data. Évidemment, on est sur des données qui sont pseudonymisées et donc qui sont protégées de la même manière que les données qui sont utilisées lors, par exemple, de notre accompagnement projet que je vous présentais au départ. Donc les règles d'accès s'appliquent. Le Health Data Hub va s'engager, en tout cas, à assurer l'articulation entre le conseil scientifique de la base et le comité d'éthique, le CESRES, autour des protocoles scientifiques pour pouvoir échanger avec le porteur de la base, à mettre en relation les utilisateurs intéressés, à informer le responsable de données de l'avancée des projets de façon régulière. Et comme l'évoquait Stéphanie également, lors de la convention de partenariat, les modalités de valorisation économique et scientifique sont discutées avec le responsable de données. Alors, bien sûr, ces bases de données, donc, notre rôle est effectivement de les mettre en visibilité. On a également l'objectif de faire émerger de nouvelles bases, ça a été également un petit peu évoqué, donc à travers différentes actions auprès des acteurs établissements de santé, notamment avec
un grand programme partenarial autour d'une dizaine d'établissements de santé sur des cas d'usage multicentriques. L'idée est là de rassembler des hôpitaux de divers horizons autour d'un cas d'usage et de travailler ensemble la construction d'une base de données communes. C'est comme ça que vont émerger ces nouvelles bases stratégiques d'intérêt pour la communauté. Ces projets sont appuyés pour certains par l'Agence européenne à travers un appel d'offres auquel nous avons été lauréats et qui nous permet d'accompagner 4 établissements hospitaliers avec un financement. Et également a été évoqué le lancement de l'appel à projet pour le financement d'entrepôts de données de santé qui font aussi partie de cette stratégie de faire émerger de nouveaux entrepôts, de nouvelles données pour pouvoir venir enrichir notre base de données française. Bien sûr, la ville n'est pas en reste. On l'a vu avec le lancement du projet de la mise en place d'un entrepôt de données de médecine de ville en lien avec le Collège national des généralistes enseignants et 5 autres partenaires industriels, donc qui visent là aussi à structurer une base de données de la médecine de ville. Enfin, tous ces éléments, bien sûr, se mettent en perspective des travaux avec le COSTRAT, notamment avec une réflexion prospective sur les bases de données d'intérêt national, comme l'entrepôt national de données de biologie médicale, ou des travaux sur l'enrichissement de la base principale, donc avec une version 2 du catalogue. Merci Carole. Donc une méthodologie robuste et qui s'appuie sur un accompagnement constant du début à la fin des accompagnateurs de projets et un rôle d'interface, je dirais, permanent du Health par rapport à l'ensemble de l'écosystème pour qu'encore une fois ces constituteurs de bases de données ne se sentent pas perdus dans la nature, si je comprends bien. Oui, tout à fait. On est présent à leur côté et on apprend aussi avec eux en marchant sur toute la partie structuration aussi des entrepôts de données de santé. Donc cette méthodologie n'a que 3 ans, il ne faut pas l'oublier. Exactement. Merci. Merci Carole. Avant de continuer, juste peut-être un petit rappel logistique. Nous aurons à l'issue des échanges avec les directeurs du Health Data Hub une séance de 15 minutes de questions-réponses. Donc je vous invite à la fois dans la salle à préparer des questions si vous le souhaitez, mais également pour l'ensemble des personnes qui nous suivent à distance, de nous proposer des questions sur le chat. Voilà, à tout à l'heure pour la séance de questions-réponses. Hossein Konsari, vous êtes donc directeur médical du Health Data Hub. Vous êtes par ailleurs, je crois, me semble-t-il, toujours à l'hôpital, par ailleurs, en consultation. Voilà. Le Health Data Hub, par essence, doit travailler en symbiose avec les professionnels de santé, les établissements de soins, les acteurs de la ville, comme on le voit. Comment ça se passe avec eux? Comment est-ce que vous arrivez à mener des relations, je dirais, partenariales constructives et pour produire quel projet à venir sur les données de santé? Alors je vous laisse prendre la zapette pour... voilà. Merci. Donc, moi, mon rôle, je suis praticien à l'hôpital Necker à Paris et je suis directeur médical du Health Data Hub. Mon rôle en tant que directeur médical, comme vous l'avez souligné, c'est de construire des liens avec le monde des soignants, donc pas seulement les médecins, mais l'ensemble des soignants, avec un double objectif. Le premier, c'est de travailler sur la culture de la donnée de santé auprès du monde des soignants, comme l'a souligné le ministre et les différents intervenants. Il y a beaucoup de travail à faire pour construire une culture de la collecte de données, mais aussi une culture du partage. Et puis, le deuxième axe de notre travail à la direction médicale, c'est d'enrichir le patrimoine des données. Et c'est sur ce point-là que je vais vous présenter quelques axes. Alors, on a une approche très pragmatique au Hub. On essaye de travailler sur des points où on sait à la fois que les données vont être riches, intéressantes sur le plan scientifique et qui correspondent à des priorités stratégiques en termes d'intérêt des données. Donc, je vais vous présenter quelques axes de travail. Un premier axe de travail pour enrichir ce patrimoine des données de santé, c'est de travailler sur les données d'oncologie. Donc, bien sûr, le cancer, c'est une priorité de santé publique. Et il y a plusieurs sources de données en oncologie en France, et notamment les données qui viennent des CLCC. Les CLCC, c'est les centres de lutte contre le cancer. Et ces CLCC structurent un entrepôt de données avec lequel on collabore. Et l'idée de construire ce partenariat, c'est de travailler sur un système d'appel à projets, de sélectionner des projets pilotes qui vont mettre ensemble des données issues de ces CLCC en partenariat avec Unicancer et répondre à des questions pertinentes en termes d'oncologie. Donc, au courant de l'année 2022, on a sélectionné 3 projets pilotes lors de la première vague de cet appel à manifestation d'intérêt.
des projets pilotes qui répondaient à la fois à des exigences techniques en termes de faisabilité et puis des exigences scientifiques. Donc voici les projets pilotes. Le premier concernait la maladie thromboembolique veineuse, qui est une complication importante des patients atteints de cancer. Une autre sur un type de tumeur un peu plus rare, gastro-intestinale, et qui soulignait l'intérêt de travailler sur les tumeurs rares et l'intérêt de mettre des données en commun pour répondre à des questions thérapeutiques et d'histoire naturelle sur des tumeurs peu communes. Et enfin, un autre sur le cancer du sein, comme qui a été souligné, qui est une grande priorité de santé publique. Donc ça, c'était la première vague de ce travail avec Unicancer. Et nous avançons dans ce partenariat en incluant maintenant la Ligue contre le cancer. Et je vous annonce qu'il y aura une deuxième vague de ce partenariat avec Unicancer, avec un financement, comme vous le voyez, qui est conséquent et qui va nous permettre d'accompagner d'autres projets. C'est une annonce que vous faites, hein? Oui, c'est une annonce de cette deuxième vague qui va être lancée et qui va nous permettre de progresser dans la construction de ces bases autour de ces thématiques d'oncologie, avec un calendrier que vous voyez à droite, et qui correspond, alors c'est focalisé sur l'oncologie, mais la diversité des données au sein des CLCC nous permet d'aborder vraiment de très nombreux aspects de la prise en charge, de la caractérisation de l'histoire naturelle, du traitement, de la gestion des complications de cette maladie. Donc ça, c'est un des axes sur lesquels on a travaillé au Hub. Et le deuxième axe sur lequel je voudrais insister, c'est celui dont Caroline a parlé aussi précédemment, c'est la thématique des entrepôts de données de santé. Alors l'entrepôt de données de santé, c'est une notion qui est un peu hétérogène. Il y a des entrepôts dans différentes structures de soins, dans différents hôpitaux, des CHU, des hôpitaux privés. Et la diversité des entrepôts vient à la fois des choix stratégiques qui sont faits lors de la construction des entrepôts. Qui mène le projet d'entrepôt? Est-ce un directeur d'hôpital, un pharmacien, un médecin? Les questions qui sont posées à l'entrepôt, est-ce que c'est un entrepôt pour gérer des questions de santé publique? Est-ce que c'est un entrepôt pour répondre à des questions de pharmacologie? Et puis la gouvernance, le mécanisme d'accès aux soins, et tout ça, ça soulève des questions de perspective d'interopérabilité, de type de données qui sont inclus dans l'entrepôt, d'informations en interne de l'utilisation de l'entrepôt, qui va le gérer, comment est-ce qu'on va construire l'intégration des données. Comme vous le voyez sur le schéma, ça semble un peu désordonné. Donc on a beaucoup travaillé au Hub pour non seulement en interne mieux comprendre qu'est-ce qu'un entrepôt, qu'est-ce que doit être un entrepôt, comment est-ce qu'il peut être le plus utile aux soignants, comment est-ce qu'il peut être le plus utile aux patients. Et en 2022, après beaucoup de travail en interne et en externe, on a participé à la mise en place d'un appel à projet de financement des entrepôts de données santé, avec encore une fois un budget assez conséquent de 50 millions d'euros qui a été mis sur la table pour à la fois accompagner la création d'entrepôts et structurer des entrepôts déjà existants. Et donc c'est porteur de beaucoup d'espoir, parce que c'est comme ce qu'on a souligné précédemment pour Unicancer, c'est une des sources de données potentiellement les plus riches et les plus intéressantes pour chaîner au SNDS et mieux comprendre l'histoire naturelle, le traitement, la gestion des soins. Et donc, on espère que cet appel à projet va amener à pérenniser et ou structurer une sélection d'entrepôts au sein d'établissements publics et privés sur notre territoire. Alors, cette structuration des entrepôts passe aussi par une étape de doctrine. Donc on contribue à définir ce que doit être un entrepôt dans l'idéal, et comment le structurer et comment le mettre en place. Et donc tout le travail qu'on a fait en interne ces dernières années lors de construction de partenariats, comme l'a souligné Carole avec les entrepôts, ça a aussi abouti à pour appeler ça une doctrine ou une philosophie de cadrage de ce que doit être un entrepôt de santé. Donc on est passé d'un état où il y avait de nombreux projets avec un cadrage qui était localement peut-être très bien défini, mais à l'échelle nationale et avec des perspectives d'interopérabilité peut-être à améliorer, à une doctrine qu'on espère pouvoir déployer et qui va nous permettre d'avoir un réseau national d'entrepôts de santé interopérables avec des perspectives vraiment très intéressantes en termes de santé publique et de recherche. La doctrine donne du sens par rapport au cadre, c'est-à-dire que le cadre, c'est juste des règles basiques. La doctrine, ça donne de la perspective, du sens au projet.
C'est ça, et c'est quand même un projet qui implique beaucoup de parties prenantes de construire un entrepôt avec beaucoup de décisions stratégiques à prendre, et donc on essaye de guider ces initiatives, alors qui ont bien sûr des caractéristiques locales, parce que chaque entrepôt doit s'adapter à la structure de soins dans laquelle il se déploie, mais qui doivent aussi avoir certaines caractéristiques générales pour qu'on espère avoir un réseau interopérable qui fonctionne à long terme. Alors, Carole en a parlé, la médecine de ville, c'est un enjeu fondamental sur lequel on travaille avec ce projet que vous voyez, P4DP, qui implique le CNGE, comme l'a souligné Carole, et puis des acteurs privés, des startups. Alors, la médecine de ville, les données de médecine de ville, c'est un chaînon manquant qui est vraiment très important. Par exemple, vraiment 2 exemples très simples qui peuvent parler à tout le monde. En pédiatrie, on a quand même une très grande partie des infections des enfants qui sont traitées en médecine de ville, et on a très peu de données sur ce qui se passe. On le voit sur la bronchiolite aujourd'hui. Voilà, c'est ça, sur la bronchiolite ou sur les otites. Voilà, c'est quand même des consommations de soins très importantes et des données qui sont principalement issues de la médecine de ville. Et puis, tout le monde sait qu'il y a des questions qui se posent en termes de déploiement, par exemple, des médecins généralistes sur le territoire et d'adaptation de l'offre de médecine de ville à la demande de soins. Donc ça aussi, c'est des questions auxquelles on peut contribuer à répondre en construisant un système de données qui inclut les données de médecine de ville. Donc ce projet P4DP, avec des acteurs à la fois institutionnels, le CNGE, et puis des acteurs privés, des startups, va permettre de construire cet entrepôt et de répondre à certaines de ces questions sur la base de 3 cas d'usage. Très bien. Alors encore un exemple un peu pragmatique de notre manière d'agir pour enrichir nos données notre patrimoine de données de santé, les Data Challenge. Alors, Data Challenge, c'est un mécanisme très intéressant parce que ça implique on va prendre un exemple de société savante, par exemple. Donc, on construit un partenariat avec une société savante et on leur dit, voilà, vous avez un patrimoine de données très intéressant. Peut-être que votre manière de travailler avec les données, votre culture des données, on peut travailler dessus et progresser avec vous pour valoriser ce patrimoine. Et une manière de le valoriser, c'est de sélectionner un sous-groupe dans vos données, de poser une question scientifique et de l'ouvrir à une compétition internationale pour que des spécialistes ou pas d'ailleurs, des gens de la société civile de tous horizons travaillent sur ces données et tentent de répondre à la question. Alors pourquoi c'est intéressant? Déjà en soi, ça permet de répondre à une question scientifique et de faire avancer la recherche, mais ça a aussi un effet vertueux, c'est-à-dire que la société savante avec qui on travaille va développer sa culture de la donnée de santé, mettre en place des infrastructures en interne qui permettront plus tard de continuer à travailler sur des données. Et donc, ça correspond bien à notre philosophie au web, qui est à la fois d'être pragmatique et de travailler pour augmenter le patrimoine des données de santé, mais aussi avoir une action d'acculturation au travail sur les données. Donc, la première Data Challenge en 2021 que nous avons mené, c'était avec la Société française de pathologie, qui est une profession qui est quand même déjà plutôt sensibilisée au travail sur les données. Mais comme vous le voyez, il y a une grande diversification en 2022 et on travaille avec des partenaires qui sont peut-être moins naturellement enclins à un travail important et technique sur les données de santé, par exemple avec des odontologistes spécialistes en maladies rares à Strasbourg ou des allergologues, par exemple. Donc on a à la fois diversifié nos thématiques et le type de données sur lesquelles on travaille. Et puis, enfin, une troisième initiative en 2023, on va poursuivre, parce que comme ce projet a été un succès, on va poursuivre ces initiatives de Data Challenge qui, à chaque fois, créent une base qui peut ensuite être partagée. Merci beaucoup, Hossein Konsari. Emmanuel Bacri, hein, vous êtes, je l'ai dit, directeur scientifique et non pas directeur de l'innovation. Et en même temps, l'innovation. Ça va avec, c'est au voilà, cœur de la exactement. direction Et ça tombe bien, c'est la question que je souhaitais vous poser. C'est justement où est-ce qu'on en est de la capacité du HDH à se tenir à la pointe de l'innovation. Comment vous y réfléchissez? Comment vous engagez dans ce sujet d'avenir? Voilà. Excusez-moi, c'est je bon. me suis trompé de bouton. Absolument. Donc l'innovation, c'est au cœur de la direction scientifique, pas que. Enfin, pour moi, c'est au cœur du Health Data Hub. Et donc, c'est pas l'apanage de la direction scientifique, c'est de toutes les directions, évidemment, sont concernées par l'innovation, mais particulièrement la direction scientifique. Et là, vous voyez sur le slide 5 différents leviers qui sont à notre disposition et sur lesquels nous avons effectivement beaucoup appuyé. Nous appuyons aujourd'hui sur l'innovation. Donc le premier, je les détaillerai dans les prochaines slides. Le premier concerne les appels à projets. Le second concerne le partage, on va dire, des connaissances. Le troisième sur la réunion de l'écosystème pour pouvoir échanger.
Le quatrième sur une réflexion sur les prérequis bloquant justement l'innovation. Donc là, on peut être même assez technique. Et enfin, le cinquième sur la formation qui est évidemment absolument essentielle. Et notamment avec un souci de multidisciplinarité qui est vraiment pluridisciplinarité qui est vraiment absolument au cœur de ces sujets aujourd'hui. Alors, pour commencer sur le premier, sur appel à projet, donc je vais vous parler de deux appels à projet qui ont été lancés en 2022. Le premier en partenariat avec le Fonds de recherche santé Québec. Donc, c'est un partenariat France-Québec. C'est un appel à projet qui est aujourd'hui fermé. Les lauréats seront annoncés très très prochainement. Donc, 2 projets vont être soutenus dans ce cadre-là, avec pour objectif très clairement identifier justement l'innovation et bien sûr renforcer des collaborations d'innovation entre le Québec, entre des chercheurs québécois et des chercheurs français. On a reçu un certain nombre de projets tout à fait intéressants et bon, je ne peux pas dévoiler évidemment les résultats, mais nous allons faire l'annonce très, très, très prochainement. Et sachez que ces projets sont accompagnés sur 18 mois, à la fois par le Québec et par le Alzata Hub. Un second appel à projet qui, lui, est encore ouvert. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous encourage à candidater. Donc ça, c'est un partenariat que nous avons fait avec le Green Data for Health du ministère de la Transition écologique, qui a ouvert très récemment, je crois que ça y est, maintenant c'est ouvert, un hub. Donc vous avez un portail qui va effectivement indiquer toutes les données environnementales qui sont en lien avec la santé, qui sont disponibles en France. Et donc vous avez des descriptions de ces bases et des liens pour savoir où les trouver, quelle est la gouvernance, et ainsi de suite. Donc ce partenariat est évidemment essentiel pour nous, parce que la santé environnementale, c'est un sujet absolument majeur, et clairement sous-développé. Enfin, je veux dire, vraiment, il y a tellement de problématiques, et il y a des vraies questions autour des données, non seulement de la constitution de données environnementales qui peuvent servir pour la santé environnementale, mais des problématiques de chaînage de ces données-là avec des données de santé, qui sont des problèmes extrêmement compliqués. Et c'est vraiment dans ce but-là que nous avons fait ce partenariat, pour améliorer justement la mobilisation et le croisement des bases de données environnementales et de santé, et améliorer l'accès aux données de santé et environnement. Il y aura 4 projets qui seront soutenus, là aussi encore une fois, sur une durée de 18 mois. Alors, sur le deuxième axe, qui est de favoriser le partage des connaissances, c'est évident que c'est un enjeu absolument clé. Donc là, vous voyez sur le slide différentes actions sur les différents thèmes dans ce cadre-là. Sur, évidemment, l'exposition de catalogues de métadonnées et d'outils interactifs, c'est un enjeu absolument essentiel, d'arriver à comprendre, avant de faire une demande d'accès à des données qui, nous l'avons vu, prend un certain temps et beaucoup d'efforts, avoir le maximum d'informations sur les données auxquelles vous pouvez avoir accès et s'assurer qu'effectivement, elles vont permettre de conduire le projet que vous voulez conduire est quelque chose d'absolument essentiel. Donc ça, c'est vraiment développer ces catalogues de métadonnées. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Sur les données elles-mêmes, je ne vais pas en reparler, mais Hossein a déjà parlé longuement des Data Challenge, mais il y a des enjeux, on a évoqué aussi les enjeux d'interopérabilité qui sont des enjeux majeurs à un niveau national, bien sûr, et à un niveau international, mais j'y reviendrai après. Et la pandémie nous a montré à quel point c'était majeur. Des partages de bibliothèques de open source, de bibliothèques de programmes. Donc ça, je vais faire un focus là-dessus, donc j'en parlerai juste après. Et bien sûr, de l'animation sur toute cette connaissance open source, des échanges entre les différents acteurs de l'écosystème, avec des meet-up autour du SNDS. Voilà, pour favoriser un petit peu cet échange de connaissances. Alors, un zoom sur ces bibliothèques d'open source d'algorithmes en santé dont on favorise le partage. Là, c'est un programme extrêmement important qui connaît un vif succès et que nous avons lancé au web avec de nombreux partenaires que vous voyez inscrits sur le bas du slide. Pour lequel il y aura un événement dédié la semaine prochaine. Si absolument, absolument. Autant le dire. Je crois que c'est le 14 décembre. 14 décembre, je crois. 14 décembre.
Voilà, donc ça c'est le programme qu'on appelle le programme BOA. Alors je ne sais pas si c'est BOAS ou BOA, je n'ai jamais compris. Enfin, j'entends toujours des versions différentes, mais bon, le programme BOA. Donc il soutient le développement d'algorithmes de ciblage open source dans la base principale. Donc en fait, la base principale, donc le SNDS, c'est une base médico-administrative où il peut être assez délicat de cibler une pathologie donnée parce qu'elle n'a pas été faite pour cela. D'accord ? Donc avoir des algorithmes qui ont été validés, certifiés par de la comparaison avec des registres qui vont permettre de valider effectivement que les ciblages de certaines pathologies sont bien effectués par ces algorithmes est quelque chose d'absolument fondamental. Et la mise à disposition de ces algorithmes-là à large échelle est évidemment extrêmement important. Donc vous voyez qu'il y a déjà eu 9 projets lauréats et vous voyez les différentes pathologies que ces programmes, que ces différents projets vont porter. Alors, l'innovation, évidemment, donc ça c'est mon troisième point, provient également des échanges et des rencontres. Alors je fais un focus sur deux événements qui ont vraiment connu un vif succès, qui ont été organisés en 2022. Une école d'hiver AI for Health de janvier dernier, internationale, en partenariat avec les instituts 3IA, donc les instituts 3IA qui sont directement concernés par la santé. Il y a 4 instituts 3IA. Il y a Grenoble, Paris, Nice et Toulouse. Toulouse n'a pas d'axe officiellement santé, même si travaille sur la santé, mais officiellement n'a pas un programme santé. Donc avec les 3 partenaires 3IA concernés par donc officiellement avec un axe santé. Donc ça a réuni 420 participants, c'était en ligne, des intervenants internationaux de premier plan, avec 3 jours de conférences plénières, 2 jours de travaux pratiques, avec des choix extrêmement variés, table ronde, enfin voilà, c'était vraiment un très très gros succès. Le prochain opus ne devrait pas être une école d'hiver, mais une école d'été. Elle est en cours d'élaboration, donc je ne peux pas trop vous en dire plus. Un autre événement fondamental, c'est le 2e opus. D'ailleurs, l'école aussi, c'était le 2e opus. Une conférence co-organisée avec le MIT et l'Académie nationale de médecine en France. La première était en ligne, la deuxième en 2022 était hybride, en ligne et à l'Académie de médecine en présentiel, avec vraiment beaucoup de gens qui se sont déplacés effectivement, et aussi un panel international d'experts. Ça a été vraiment, vraiment un vif succès avec 475 participants. Le 4e point, le 4e levier, alors, réflexion sur les prérequis bloquants. Les prérequis bloquants d'un point de vue technique quand on cherche à faire de l'innovation. Et il y en a un, alors on pourrait en parler de nombreux, mais là je voudrais faire un focus sur un de ces prérequis bloquants, qui est les problématiques autour du NLP, du TAL, traitement automatique du langage. Donc il y a un champ d'application de l'intelligence artificielle extrêmement important. Vous avez tous peut-être entendu parler de GPT ou de ce genre de choses. Enfin, quand vous posez des questions au chatbot, voilà, toutes ces problématiques autour du langage naturel. Alors, en fait, nous avons été mandatés par le coordinateur de la stratégie nationale en intelligence artificielle pour mener un groupe de travail, pour mener une réflexion autour justement du TAL en santé et comprendre quelles étaient les actions effectivement à déployer rapidement. On parle là vraiment d'actions qui seront déployées dès 2023 dans le cadre de cette stratégie nationale. Nous avons réuni donc un groupe de travail de 10 chercheurs spécialisés en TAL en santé, avec des auditions de l'écosystème, et dans le but d'élaborer cette stratégie-là, avec 2 objectifs en tête: établir un état des lieux des approches utilisées pour la pseudonymisation des comptes rendus médicaux. Ça, c'est un enjeu essentiel. Quand vous avez un compte rendu médical, c'est a priori directement identifiant. Et donc, la première chose à faire pour une utilisation secondaire, c'est d'arriver à pseudonymiser et d'être sûr que la pseudonymisation est de qualité. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Personne n'est vraiment sûr de rien. Chacun fait son travail dans son coin, plus ou moins bien, le mieux qu'il peut, mais il n'y a pas de stratégie nationale et c'est important d'arriver
à essayer d'élaborer une stratégie nationale par rapport à ça, de donner des clés à tous les CHU qui essayent de faire ça pour essayer de comprendre comment procéder et surtout mutualiser les efforts, ce qui est effectivement essentiel. Donc établir des propositions stratégiques pour l'élaboration d'algorithmes de pseudonymisation utilisables à grande échelle destinés à exploiter efficacement les comptes rendus médicaux. Donc ça, c'est une action un peu qu'on cherche à mettre en place, un peu, on va dire, coup de poing plutôt court terme, mais bien sûr qui doit s'inscrire dans une action beaucoup plus long terme avec des réflexions plus larges sur l'utilisation du TAL, NLP en anglais, en santé. Et donc ça, bien sûr, les ateliers qu'on fait s'inscrivent dans ce cadre-là. Dernier levier, et non des moindres, c'est bien sûr la formation qui est vraiment, peut-être, enfin, je ne peux pas classer les leviers, mais c'est évidemment un levier absolument, enfin, un aspect absolument essentiel. Et donc, les universités de Bordeaux, Aix-Marseille et Paris-Cité, en partenariat avec le Hub, ont ouvert en octobre 2022 justement un nouveau diplôme interuniversitaire, DIU, sur la réutilisation des données pour la recherche en santé. Donc là, il s'agit d'une formation qui est construite avec des acteurs académiques en santé publique. Et vous voyez les différents thèmes. Je ne vais pas lire absolument tout, mais vous voyez que les différents thèmes vont porter sur des sujets assez différents, liés bien sûr, mais avec différents aspects. L'aspect réglementaire étant évidemment un aspect extrêmement important. Et bien sûr des aspects techniques, des modèles épidémiologiques, voilà, vraiment couvrir un éventail de sujets. La formation est ouverte aux professionnels et aux étudiants titulaires d'un équivalent Bac+3, sans bâton d'enseignement, et la première édition démarre en janvier. Voilà pour nos 5 leviers d'innovation, pour l'innovation. Merci Emmanuel. Donc on le voit, hein, le S-Data Hub est impliqué dans des projets d'ampleur nationale, mais qui vont souvent au-delà des frontières. Et donc, dans ce contexte, je suppose que l'espace européen des données de santé est absolument stratégique dans le déploiement justement de ces projets hors des frontières. Oui, alors ça a déjà été mentionné. Le travail du Hub s'inscrit dans un mouvement national, bien entendu, mais doit aussi s'inscrire dans un mouvement international et forcément, avant tout, européen. C'est fondamental. Il y a une urgence qui a été pointée du doigt par la pandémie de façon absolument évidente. Il ne faut absolument pas attendre, et il ne faut surtout pas attendre que tous les pays européens soient finement prêts pour pouvoir lancer une initiative européenne. Ça serait une énorme erreur. Il faut avancer en même temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et heureusement, la Commission européenne, enfin l'Europe l'a compris, et a lancé déjà plusieurs actions dans ce sens et déjà en marche, en même temps que de nombreux pays sont effectivement en marche, comme la France. Alors, l'objectif, évidemment, à l'échelle européenne, en fait, il ressemble étrangement aux objectifs nationaux. C'est-à-dire tous les points bloquants qu'on voit, tous les problèmes qu'on peut rencontrer à l'échelle nationale, vous imaginez bien qu'ils existent, bien sûr, à l'échelle européenne et de façon... avec une complexité qui est largement décuplée. Donc il s'agit en fait d'adresser à peu près le même type de problème, mais de façon beaucoup plus, à l'international, donc de façon beaucoup plus complexe. Donc vous voyez, fragmentation des données, diversité des modalités d'accès, multitude de règles et d'utilisation. Si je n'avais pas mis ça sur une slide Europe, vous auriez pu penser que je suis en train de parler de la France aussi, là. Donc en fait, j'aurais pu mettre n'importe quel pays. Je pense que tous les pays connaissent le même type de problème. Ce n'est pas une spécificité française, ces problèmes-là. Alors la Commission européenne, vous voyez les différentes actions qui ont déjà été engagées ou qui sont en cours aujourd'hui. Le Data Governance Act en 2020, la Joint Action qui a déjà été mentionnée Towards European Health Data Space en 2021, qui est toujours en cours. Le pilote sur lequel je vais revenir, dont nous sommes extrêmement fiers d'être leader du consortium qui opère, ce pilote qui a démarré il y a à peine plus d'un mois, même pas, je crois. Et bien sûr, on en a parlé, on l'a eu ici, la proposition de règlement pour l'espace européen des données de santé. Alors, là, ce règlement-là est vraiment au cœur de l'action de l'Europe sur ces sujets-là. Il adresse à la fois l'utilisation primaire de données de santé et l'utilisation secondaire. Ici, je veux vraiment faire un focus essentiellement sur l'utilisation secondaire, qui est la chose qui concerne le Hub. Alors, je vous invite à lire le projet de texte qui a été publié le 3 mai dernier, qui est extrêmement instructif,
qui est a priori, je dirais, assez encourageant en tout cas, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'avancer dans la bonne direction. Le projet, évidemment, sera débattu au sein du Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne, et le règlement s'appliquera 1 an après son adoption formelle. Donc, ce n'est pas pour demain, mais ce n'est pas non plus pendant 10 ans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Le projet, bien sûr, inclut l'habilitation de la Commission d'adopter des actes d'implémentation et d'exécution. Ça se passe, bien sûr, dans un cadre réglementaire déjà préexistant, et notamment, bien sûr, le RGPD. Et il vise à mettre en place le premier espace de données sectorielles dans le cadre de la stratégie européenne des données. Alors, je ne vais peut-être pas tous les nommer, mais quelques points très impactants en tout cas qu'adresse ce projet de règlement, en tout cas ce qui concerne l'utilisation secondaire des données de santé. J'aime pas trop ce terme d'utilisation secondaire parce qu'on a l'impression que c'est moins important que l'utilisation primaire. Alors ça, c'est vraiment à balayer. Hein. Utilisation secondaire et primaire, ça va l'un avec l'autre, et l'un sans l'autre n'a fait absolument aucun sens. Bon, excusez-moi, c'est une petite parenthèse, mais je ne suis pas très à l'aise avec ça. Mais par quoi le remplacer alors? Données réutilisées. Pardon? La seconde vie des données. Ah, c'est beau ça, voilà. Proposé par la direction citoyenne. Alors voilà, la proposition de règlement accorde une attention particulière aux principales barrières. Donc vous voyez les mots-clés qui apparaissent. Délai de mise à disposition, on en a parlé, c'est crucial. Alors là, le texte est assez coup de poing, hein, puisque quand il y a une demande d'accès aux données, c'est 2 mois pour avoir la réponse. Et si on a une réponse positive, 2 mois pour accéder aux données, sinon il y a une amende. En Finlande, c'est 2 mois tout compris actuellement? Oh, j'ai plus les chiffres en tête, je préfère pas te dire de bêtises, mais en tout cas, c'est court en Finlande. Effectivement, la Finlande est un exemple à suivre, hein, est un exemple pour l'Europe. Clarification du périmètre des données, clarification des rôles, notamment concernant l'autorisation d'accès aux données, avec des Health Data Access Bodies qui sont nommés dans chacun des pays membres. Simplification évidemment des projets transfrontaliers. Aujourd'hui, quand vous faites une demande d'accès à différents pays, il faut vous taper autant de demandes d'accès que de pays, et elles sont toutes totalement différentes, et les gouvernances sont extrêmement différentes. Malgré le fait que nous avons un socle commun qui est le RGPD. Donc ça, bien sûr, on va toujours travailler avec le RGPD, mais il s'agit quand même... Le RGPD a permis une grande hétérogénéité en fait des demandes d'accès, et de l'accès, des lois autour de ça. Donc là, il va y avoir une homogénéité. C'est un de ces buts de ce règlement. Et bien sûr, quelque chose de tout à fait central, alors qu'il n'y a pas de proposition, il y a des pistes de proposition sur la valorisation de ces données et le tarif d'accès à ces données. C'est un sujet qui est bien sûr excessivement complexe et qui nécessitera la mise en place de groupes de travail. Mais il y a quelques grands principes qui sont nommés dans ce texte-là, notamment sur le fait qu'un producteur de données va pouvoir demander une valorisation financière en relation directe avec ses coûts de production de la base, par exemple. Voilà, il y a des principes comme ça qui sont effectivement énoncés. Alors, en parallèle des négociations, un prototype va être construit. Donc on en a parlé, ça c'est encore une fois, c'est vraiment une très grande fierté pour le Hub d'être leader aujourd'hui d'un très très large consortium qui a été sélectionné par la Commission européenne pour opérer cette préfiguration de ce que devrait être l'espace européen de données de santé. Un très large consortium, puisque nous avons avec nous, alors je ne vais pas nommer tous les partenaires, nous avons 17 partenaires, mais nous avons avec nous, donc on totalise 8 plateformes nationales avec un mandat national, comme le Hub en France. La Finlande, la Norvège, le Danemark, la Belgique, l'Allemagne, la Croatie et la Hongrie sont avec la France. L'Agence européenne du médicament, l'Agence européenne des maladies infectieuses de l'ECDC, des infrastructures européennes ou internationales de recherche. Voilà, enfin, un panel extrêmement large avec des écosystèmes assez différents, puisqu'il y a des plateformes nationales, il y a aussi des plateformes européennes, il y a des agences européennes. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant de comprendre, et c'est aussi le but de ce pilote, quel va être le rôle de chacun de ces acteurs dans l'espace européen de données de santé, avec un double objectif. Alors, je vais commencer par celui de droite, construire un réseau des plateformes existantes. On ne va pas construire de nouvelles plateformes. Hein. Il y a des plateformes qui existent aujourd'hui dans différents pays. Il y a même des plateformes sur le point d'être ouvertes à l'échelle européenne, comme Darwin pour l'Agence européenne du médicament. Toutes ces plateformes-là vont être reliées par des tuyaux, d'accord,
Donc on va fabriquer un réseau et on va, ça c'est le deuxième objectif, créer un premier parcours utilisateur de l'espace européen de données santé qui va s'appuyer sur ce réseau. Vous voyez le parcours utilisateur sur la gauche et on va intervenir évidemment à toutes les étapes, mais je vais peut-être faire le focus sur sur quelques points qui me semblent particulièrement importants et qui vont effectivement bénéficier de ce réseau-là. Le premier point, on va mettre en place un portail centralisé qui va permettre à tout un chacun d'interroger les métadonnées des données disponibles sur les différentes plateformes de ce réseau. Donc vous allez pouvoir interroger le réseau en disant qu'est-ce qui est disponible sur le diabète de type 2, quel type de base, quelles sont les caractéristiques de ces bases, et ainsi de suite. Ça sera quelque chose qui sera centralisé et ouvert. Vous reconnaissez les thèmes d'innovation dont j'ai parlé autour de catalogues de métadonnées, standardisation, etc., qui sont au cœur de tous ces sujets-là, évidemment, à l'échelle européenne. Un deuxième service aussi extrêmement important, qui va être un portail centralisé, qui va permettre à tout un chacun de déposer une demande d'accès unique pour un accès à différents pays, à des données de différents pays. Donc, plus besoin de remplir plusieurs demandes d'accès, mais une seule demande d'accès qui sera automatiquement dispatchée aux pays concernés. C'est un travail de titan qu'on doit réaliser en 2 ans. Donc c'est un énorme challenge pour l'ensemble du consortium. Et bien sûr, on va aussi s'occuper d'interopérabilité des données, et ainsi de suite. Et toute cette construction de ces 2 objectifs vont se faire dans le cadre de use case, donc de vraies questions scientifiques auxquelles on va chercher à répondre, qui ont été proposées. On a proposé une liste de 9 use cases à la Commission européenne. Ils en ont sélectionné 5. Et on va opérer ces 2 objectifs dans le cadre de ces 5 use cases. Et donc, on va aussi, bien sûr, adresser les problèmes d'interopérabilité des données, standardisation, des problèmes de sécurisation de réseau. Enfin, voilà. Il y a vraiment des work packages de tous les niveaux. Cas d'usage, hein, c'est ça? C'est des cas Oui, pardon, excusez-moi. Je voulais être voilà, sûr c'est dit en français ici. 5 cas d'usage. Donc là, vous les voyez, ceux qui ont été sélectionnés par la Commission. Sur le côté gauche, vous avez les petits drapeaux qui indiquent quels sont les nœuds du réseau, donc quels sont les nœuds du réseau qui vont participer, donc quels sont les pays qui vont participer à ces cas d'usage. Certains font intervenir jusqu'à 6 pays, d'accord? Donc vous aurez 6 équipes de recherche qui vont travailler sur la même problématique. Les résultats vont être centralisés par le porteur du cas d'usage. Donc au centre en bas, vous voyez les différents porteurs des différents cas d'usage. À noter que là, à l'échelle de 2 ans, il a été très clair avec la Commission qu'on n'allait pas faire des cas d'usage avec des données qui voyageraient, parce qu'il faudrait des données individuelles de santé qui voyageraient sur le réseau, parce que là, il faudrait des étapes réglementaires qui seraient de toute façon hors de portée en 2 ans. Donc là, il s'agit d'opérer, de prendre un algorithme, le même algorithme, si les données sont parfaitement interopérables, c'est ce qu'on va essayer de faire, prendre le même algorithme, de le faire tourner indépendamment sur les différentes données des différents nœuds, et ensuite agréger les résultats, qui sont là des données anonymes, sur un nœud centralisé pour effectuer la recherche. Vous voyez que la recherche, les différents cas d'usage sont extrêmement variés. Vous avez de la surveillance, évidemment, vous avez du Covid, vous avez des parcours de soins associés à de l'IA, avec essayer de prédire effectivement ce que va devenir un parcours de soins. Ça, c'est un sujet qui est porté par la France, par une équipe à Bordeaux. Des sujets avec évidemment sur le cancer, avec des données génomiques et des données cliniques qui vont être liées, avec des gros enjeux qui sont complexes de justement arriver à faire des liens entre données cliniques et données génomiques. Enfin voilà, plein de cas d'usage extrêmement différents qui vont nous permettre de tester des choses très différentes. Voilà, ça c'est peut-être un petit résumé aussi de tout ce que je viens de dire. À noter aussi qu'on a développé des partenariats autres. On est très actif évidemment sur d'autres aspects. Le projet pilote, c'est un projet d'une très très grande envergure, mais on a d'autres projets d'envergure un tout petit peu plus modeste, mais qui sont aussi extrêmement importants, notamment un focus sur le projet Eden, auquel on participe déjà depuis un certain temps et qui a vocation à rendre entièrement OMOP la base du SNDS. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais OMOP c'est un standard international, donc c'est vraiment, on est au cœur de l'interopérabilité des données, qui est quelque chose d'absolument fondamental. Hein. L'interopérabilité des données, c'est ce qui vous permet d'avoir un algorithme de détection, de pandémie, de ce que vous voulez, de le prendre à un endroit du monde et de pouvoir l'appliquer à un autre endroit du monde avec très très peu de changements. Donc c'est des enjeux qui sont absolument fondamentaux.
Donc là, c'est un travail qu'on a largement commencé. Il y a déjà plusieurs années du SNDS qui ont été transformées et une grande partie des tables qui ont été transformées en OOP. Et il s'agit de terminer cette étude-là. Et puis, vous avez ici en bas à droite l'installation d'essais d'expérimentation santé fournissant et testant des solutions et produits d'IA ainsi que des robots. Voilà, on a plusieurs sujets comme ça. À noter que dans ce règlement d'espace européen de données de santé, il y a donc le rôle des Health Data Access Bodies dans les différents pays, et le HDH est reconnu autorité compétente, justement, et a été identifié comme potentiellement un de ces Health Data Access Bodies. Voilà. Merci Emmanuel. Panel, petite question de Béotien, hein, mais l'intérêt d'essayer de comprendre les parcours de soins des différents pays sur les maladies cardio-métaboliques, quand on voit l'extrême diversité des organisations des systèmes de santé, en quoi ça peut être pertinent? C'est pas interopérable, on peut pas comparer des systèmes aussi épars et aussi différents. Si, vous pouvez comparer comment vous pouvez comparer un soin d'une certaine pathologie en France avec comment est-ce qu'on soigne les gens en Finlande, bien sûr. Et si on s'aperçoit que c'est plus efficace en France ou si c'est plus efficace, je résume un peu bêtement les choses, mais c'est évident que c'est des impacts absolument énormes. Et justement, avoir une grande variété de soins, mais une grande variété de soins, ça implique bien sûr implicitement une variété de données. Mais il y a quand même il ne faut pas non plus pousser, faut pas exagérer, c'est-à-dire qu'il y a quand même des communs. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on sait quel médicament la personne a pris. Et ça, qu'on soit en Finlande ou qu'on soit en France, s'il y a les bases en question, on a quand même ces informations-là. Alors ensuite, oui, bien sûr, quand on code une maladie, on ne la code pas forcément de la même façon en Finlande qu'en France ou au Danemark. Donc il y a des enjeux comme ça. Donc il y a tous ces use cases, tous ces cas d'usage. Évidemment, au cœur et au début, un énorme travail sur les données. C'est ça. Et sur l'interopérabilité des données. C'est vraiment au cœur de ces cas d'usage. C'est ça. Avec des techniques d'appariement pour qu'elles soient, même si elles sont différentes, qu'elles soient suffisamment comparables, quoi. Absolument. D'accord. Merci Emmanuel. Caroline Guillot, directrice citoyenne du Health Data Hub. On l'a vu tout à l'heure avec Gérard Raymond, le président de France Asso Santé. Tous ces projets sont développés avant tout pour bénéficier aux citoyens, pour améliorer sa santé. Alors, le Health Data Hub s'est doté dès les premières semaines ou les premiers mois d'une direction citoyenne pour prendre, je dirais, la mesure de ces enjeux. Peut-être, Caroline, si vous pouvez nous dire quelles sont les priorités qui ont été développées depuis 3 ans et quelles sont un petit peu vos ambitions et vos projets pour l'avenir. Oui, alors, je vais aller à la slide suivante tout de suite. Pour le dire assez simplement, une direction citoyenne, elle est là. Plus proche le micro, Caroline. Là, c'est bon ? Ouais. Donc, la direction citoyenne, elle est là pour expliquer tout ce qui vient de se dire à la société civile. Donc, il faut pouvoir s'ouvrir à cette société civile et puis, évidemment, produire et diffuser, et on l'a dit plusieurs fois pendant ce colloque, une culture de la donnée de santé. Donc, nous, on s'appuie sur 4 actions clés. On écoute, on informe, on forme et on implique. Et on le fait dans des formes de dialogue qui sont variées et qui sont complémentaires, ce que vous avez ici sur cette slide. Alors, en 2022, on a d'abord cherché à répondre à une première demande des citoyens qui est d'être plus informés. On a d'abord, pour savoir s'ils voulaient et comment ils voulaient être plus informés, monté un baromètre de connaissances qu'ils ont sur la seconde vie des données de santé ou l'utilisation secondaire des données de santé. Et c'est un baromètre qu'on a monté avec France Asso Santé qui repose seulement sur 7 questions clés et simples et qui a été diffusé auprès d'un échantillon représentatif de 1000 personnes. La première réponse, c'est que globalement, les gens savent qu'il existe un RGPD, qu'il existe un règlement sur leurs données personnelles, sur les données, sur leurs données de santé. Mais simplement, c'est quand même flou pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas avec précision de quoi il s'agit. Et puis, ils s'estiment, ils se déclarent insuffisamment informés des projets liés à la seconde vie des données de santé. Et tu l'as bien mentionné, parler des données de santé, c'est peut-être quelque chose qu'on arrive à comprendre, qui n'est pas trop abstrait. Seconde vie ou utilisation secondaire des données de santé, il y a quand même un cap à franchir. Et puis, c'est ce qu'ils nous ont dit aussi, et heureusement pour cette direction citoyenne d'ailleurs, c'est qu'ils souhaitaient être plus informés de ces projets de recherche. Des résultats qui sont aussi apparus dans une e-consultation qu'on a menée dans le cadre européen, donc dans le projet TEDAS qui a été mentionné, vers un espace européen des données de santé, un débat public qui a permis de recueillir plus de 6000 contributions européennes, à la fois pour faire part
des attentes et des besoins des citoyens sur la construction de ce futur espace européen des données de santé, mais qui a été bien sûr aussi occasion de comprendre leur perception de la donnée et de cette seconde vie de la donnée de santé. Une fois qu'on s'est dit ça, on s'est demandé avec différents acteurs de la société civile qu'est-ce qu'on pourrait produire, comment on pourrait travailler justement pour mieux les informer. Une chose simple qu'on a menée en 2022, c'est une newsletter avec France Assos Santé qui est accessible à tous. Et bien entendu, les principaux inscrits à date sont les citoyens et les représentants d'usagers du système de santé et les étudiants. Et cette newsletter les informe à la fois des projets que mènent les associations, parce qu'on l'a dit, elles se sont acculturées au sujet de la donnée de santé, elles mènent des études. Donc c'est une occasion aussi pour elles de rendre compte de ces études-là. C'est aussi une newsletter qui rencontre des projets du Health Data Hub de façon simplifiée, vulgarisée, et donc accessible à tous. Et c'est aussi une newsletter qui rencontre de l'actualité et qui sensibilise, permet d'acculturer progressivement l'ensemble des personnes à ce sujet qu'est l'exploitation secondaire des données de santé. Une deuxième chose qu'on met en place pour répondre à cette demande d'information, ce sont des partenariats. Un des exemples de ce partenariat est avec l'ANEP, qui est l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. Et grâce à des ateliers qu'on a mis en place avec eux, grâce à de l'écoute, grâce à des actions de communication, c'est en 2022 plus de 1000 étudiants en pharmacie qui ont été sensibilisés à ce sujet des données de santé. Ce qui a d'ailleurs été pour nous un étonnement, c'est que ces étudiants n'étaient pas très au fait de ce sujet-là et ne se sentaient pas forcément suffisamment concernés par celui-ci. D'où l'importance de les sensibiliser. Une troisième chose qu'on a mis en place et qu'on a initiée seulement cette année, c'est une campagne de sensibilisation sur la seconde vie des données sur le territoire normand. Alors, on a commencé assez modestement avec une vingtaine de participants, des étudiants, des personnes donc de la région Normandie, avec des représentants des usagers, notamment du CHU de Rouen, et auprès de qui on a demandé, mais finalement, quelle est votre représentation de la donnée de santé, quelle est votre représentation de l'utilisation secondaire des données de santé, et donc comment vous l'imaginez, comment vous la projetez. Et après, grâce à ces ateliers, des étudiants de l'école de design de Deauville ont essayé d'illustrer graphiquement ces représentations sur des affiches qui seront prochainement exposées dans le CHU de Rouen-Normandie. Donc c'est un partenariat en fait avec France Assos Santé, avec le Data Lab Normandie et avec le CHU de Rouen-Normandie. Et les affiches vont être prochainement soumises à un concours. L'affiche préférée de l'ensemble des Français sera affichée dans ce CHU de Rouen. Ce qui est intéressant dans cette campagne de sensibilisation, ce n'est pas seulement l'affiche en tant que telle qui serait juste un outil de communication. Cette affiche, elle devient aussi un objet intermédiaire qui nous permet un dialogue avec les acteurs intéressés de cette fameuse question de l'articulation, ou plutôt de la conciliation, entre cette nécessité d'une information légale sur ce qu'est la seconde vie des données et l'importance d'une information pédagogique à cette seconde vie des données de santé. Et l'articulation, elle n'est absolument pas aisée. Il y a une information légale qui existe. Est-elle pour autant comprise? Est-ce qu'on peut vulgariser le propos pour que lorsque l'information arrive aux personnes, elle soit comprise? Mais vous l'avez bien compris, ce qu'il y a aussi en amont et avant tout, c'est la compréhension qu'il y a des données de santé qui aident à améliorer donc la recherche et donc demain la santé des personnes. Et c'est déjà ce petit préalable qu'il faut avoir pour ensuite que cette information légale puisse être comprise. Donc, vous voyez bien l'enjeu. Et dernièrement, sur cette campagne de sensibilisation, on va aussi s'appuyer sur le réseau de la région Normandie, de son Data Lab Normandie, pour pouvoir mener des actions concrètes auprès de leurs tiers-lieux et de leurs EPN, donc les établissements publics numériques. Donc, l'idée, c'est que derrière les affiches, évidemment, il y a quelque chose qui va bien au-delà et la construction d'espaces de dialogue sur ce sujet qui est absolument fondamental. Et l'autre réponse qu'on a fournie cette année pour plus d'informations, mais c'est en fait d'aller former les personnes. Et on a monté une formation citoyenne avec plusieurs acteurs, plusieurs partenaires, France Assos Santé, la CNIL, la CNAM et l'adresse. Et elle est citoyenne en quoi? Elle est citoyenne non pas parce qu'elle vulgarise totalement ce qu'est par exemple le SNDS historique, elle rentre surtout par une acception très citoyenne. On ne veut pas savoir citoyen, il n'a pas nécessairement envie de savoir exactement dans le SNDS, il y a le PMSI, il y a le CEPID, etc. Non. Ce qu'il veut savoir, c'est par exemple,
lorsque je vais chez le médecin, lorsque je me rends ensuite à l'hôpital, lorsque je vais ensuite à la pharmacie, il y a des données de santé. Ces données de santé, elles sont où dans le SNDS et ce sont lesquelles? Et c'est par cette représentation qu'on rentre dans le sujet et qu'on arrive finalement à un excellent niveau de sensibilisation et de formation de ce que sont les données. Et juste pour fournir un dernier exemple là-dessus, on part aussi de leurs propres préjugés, de leurs propres prénotions pour pouvoir rentrer dans le sujet. Et ça, c'est extrêmement important, d'où l'importance de mener des études de perception que les personnes ont vis-à-vis des données de santé. On a donc répondu en partie, mais le travail est encore long, à plus d'informations. Il y a aussi une autre demande qui était d'être plus impliqué, c'est-à-dire, et c'est venu principalement des associations de patients, d'être plus impliqués dans l'utilisation des données de santé. Et pour le moment, on a apporté plutôt des réponses qui sont personnalisées. On en a parlé tout à l'heure, il y a eu notamment de France Assos Santé la volonté de porter son étude Vive Covid-19. L'accompagnement que l'on a produit a été très simple. Il a été de les aider d'abord à monter cette étude, notamment dans un cadre logistique et non pas dans l'utilisation même des données. Quel protocole d'étude faut-il produire? Quels acteurs faut-il aller chercher pour pouvoir diffuser un questionnaire? Faut-il s'équiper ou s'appuyer d'un DPO, etc., etc. Et surtout, et c'est là que ça a été assez visionnaire de la part du porteur de cette étude Vive Covid-19, c'est de vouloir mettre en place une doctrine éthique pour pouvoir être précisément exemplaire du sujet de mener et de partager les données de santé. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, on les a accompagnés donc sur la mise en œuvre, sur l'écriture et la mise en œuvre de cette doctrine éthique. Les associations de patients militaient et militent encore pour que les protocoles d'études qui sont portés par les uns et les autres dès lors qu'ils mènent leur étude soient mis en accès libre. Ce n'est pas forcément le cas. De par Vive Covid-19, le premier principe éthique, c'est de mettre leur protocole d'études en accès libre. Et c'est un message fort qu'il renvoie évidemment à l'ensemble de la communauté, c'est d'être dans cette ouverture et d'être dans ce partage. Et il en va de même avec ce qui a été mentionné tout à l'heure, le partage de ces 2,5 millions de données à Santé publique France. L'idée, c'est de pouvoir ouvrir, pouvoir partager et de donner aussi à chaque acteur qui en a la compétence de pouvoir faire ce qu'il faut, mais de travailler ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que pour autant, France Assos Santé n'est pas du tout dépossédée de ces données. Bien au contraire, il a mis en place une organisation, une gouvernance qui lui permet de pouvoir toujours orienter les questions qui seront posées sur ces données dans le cadre de l'exploitation qui va en être faite. Bref, ça vous donne un exemple du mode d'implication et de la place du rôle que la direction citoyenne a dans l'accompagnement à l'utilisation de ces données de santé. J'en donne juste un autre, puisque notamment il interviendra tout à l'heure, c'est l'exemple de la Fédération française des diabétiques qui souhaitait aussi pouvoir accéder aux données du SNDS sans nécessairement savoir par quel bout le prendre. Donc nous les avons accompagnés. On les a accompagnés notamment à co-construire le Starter Kit, qui est le produit qui nous permet de conseil, qui permet de rentrer justement dans la compréhension des différentes étapes pour pouvoir accéder aux données du SNDS. Et ça en fait aujourd'hui la première association partenaire, cette Fédération française des diabétiques, à accéder aux données du SNDS pour mener leur étude qui est en cours aujourd'hui. Donc on informe, première réponse fournie aux citoyens, on implique davantage, et là vous comprenez, c'est plutôt vis-à-vis des associations de patients aujourd'hui et pourquoi pas demain d'autres acteurs. Et on apporte aussi des réponses à une demande d'aide à la rencontre d'acteurs pour dialoguer. Et là aussi, la demande est venue de France Assos Santé, d'un accompagnement pour travailler sur une définition qui est plus claire et qui est plus partagée de la mission des représentants des usagers dans les comités qui ont trait aux données de santé. Et en particulier, une attente forte était sur les comités éthiques et scientifiques des entrepôts de données de santé. Donc dans ce cadre-là, eh bien, on a lancé ensemble une concertation sur la juste représentation de ces usagers dans les comités. À date, on a réuni et dialogué avec plus de 40 acteurs, parmi lesquels donc la moitié de représentants des usagers, et puis l'autre, ce sont les autres personnes qui sont dans ces comités éthiques et scientifiques, data scientists, juristes, éthiciens, etc., professionnels de santé. On les fait dialoguer et ça nous permet évidemment aussi de rencontrer différentes structures, notamment des entrepôts de données de santé qui existent déjà, ceux qui souhaitent se constituer, des comités éthiques et scientifiques qui existent déjà auparavant.
on l'a nommé tout à l'heure, le CESRES, Comité éthique et scientifique ministère associé, non. Et donc, ça nous a permis de lancer cette consultation. Et pour quel livrable? Le premier livrable, c'est une fiche mission pour les représentants des usagers. Et le second livrable, c'est une formation sur les entrepôts de données de santé. L'idée, par exemple, c'était un attendu, et ça a fortement émergé dans le cadre de cette consultation qui est encore en cours, c'est de pouvoir... la première difficulté, c'est quand on est un représentant des usagers et qu'on nous invite dans un comité, mais finalement, quel est ce comité? Et quand on vous dit qu'on vous invite dans un comité éthique et scientifique d'un entrepôt de données de santé, si vous n'avez pas bien compris ce qu'était un entrepôt de données de santé, ça va commencer à être difficile de pouvoir réellement agir et lever le doigt au bon moment et comme il faut dans le cadre d'un comité éthique et scientifique. D'où la nécessité. Il n'est pas dit que cette formation ou ces éléments d'information ne soient pas fournis. Ce qui est dit, c'est que ce n'est peut-être pas suffisant et qu'il y ait une attente un petit peu plus forte et que ce manque, il faut le combler et qu'on le comble avec France Assos Santé. On a été un petit peu plus loin dans la réflexion sur les formes de dialogue à avoir avec la société civile. On s'est dit, effectivement, on mène des ateliers, j'en ai parlé, de co-design, des ateliers de discussion, des concertations, uniconsultations, des études, très bien. Mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que les citoyens, les représentants d'usagers, soient au plus proche, encore plus, du Health Hub? Et avant de se lancer dans quoi que ce soit, on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui se fait ailleurs? À la fois, qu'est-ce qui se fait ailleurs en dehors du monde de la santé, on pense notamment à la Convention climat, et qu'est-ce qui se fait aussi dans le monde de la santé, avec beaucoup d'initiatives qu'on voyait au sein de la Haute Autorité de Santé, de la NSM, de Santé publique France, etc. Donc on a lancé une étude qui nous a permis d'avoir un regard des enseignements sur comment justement l'ensemble de ces structures mettent en place des dispositifs pérennes d'ouverture à la société et de dialogue à la société, mais aussi des dispositifs plus temporaires de type convention, conférence de consensus, etc. Fort de cette étude, qui est d'ailleurs en ligne aujourd'hui, ça nous a renforcé, nous, dans notre conviction de mener une nouvelle action de dialogue qui n'avait pas encore eu lieu jusqu'à présent et qui est nécessaire aujourd'hui et bien complémentaire. C'est une conférence de consensus que l'on porte dès maintenant avec France Assos Santé sur le sujet du partage des données de santé. Et ça, j'initie un petit peu les éléments de discussion sur nos prochains travaux en 2023. Parmi, il y aura évidemment d'autres choses, deux projets assez importants. L'un sur ce qu'on appelle le concentrateur, c'est-à-dire un service qui va permettre aux personnes de mieux être informées et de faire valoir leurs droits vis-à-vis des données de santé et qu'on mènera aussi en collaboration avec France Assos Santé. Et aussi avec eux, la possibilité, mais c'est en discussion seulement, de se constituer comme un guichet unique pour pouvoir réceptionner les demandes des associations qui souhaiteraient elles-mêmes accéder au SNDS pour pouvoir faire les liens entre les associations, parce qu'il serait certainement très intéressant que des associations puissent se mettre en commun plutôt que de les porter systématiquement, uniquement pour elles-mêmes, d'où l'importance de ce guichet. Merci Caroline. La direction citoyenne travaille d'arrache-pied, c'est la preuve. À présent, on va se consacrer à une séance de questions-réponses. J'ai des questions sur le web, mais je propose d'alterner entre les questions dans la salle et les questions sur le web. Donc, levez la main. Voilà, madame. Le micro arrive. Bonjour, merci. Merci pour toutes ces présentations très enrichissantes et très claires. Donc, bravo. Je suis Cécile Vazaille de la société Orange Innovacom et j'ai une question pour vous, particulièrement dans la présentation que vous avez faite du futur espace de données européen. Et ma question porte sur l'articulation entre la création de cet espace et les travaux actuellement en cours dans Gaia-X, en termes d'interopérabilité, de prix, de label et de souveraineté. Oui. Merci. Une petite explicitation pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait ce... Au Gaia-X, vous voulez peut-être en parler? Non, Gaia-X, c'est une initiative qui a commencé il y a déjà un certain temps, une initiative privée, d'acteurs privés, pour effectivement faire un espace européen qui regrouperait, autour de la santé notamment, pour usage. Alors, je ne sais plus s'il y a du primaire ou non dans Gaia-X, je ne me souviens plus, c'est que du secondaire aussi. Alors, évidemment, c'est cette motivation de l'espace urbain de santé, c'est pas arrivé comme ça tout d'un coup avec ce pilote et où l'action conjointe juste avant, c'est quelque chose qui mature depuis un certain temps. Et il y a beaucoup d'initiatives. Mais même si on regarde par exemple Darwin, ce que fait l'agence du médicament,
c'est aussi une forme d'initiative de collecter des données à l'échelle européenne pour le besoin de l'Agence du médicament. Donc il y a Gaia-X, il y a beaucoup d'autres initiatives. Il est clair que le pilote va devoir s'articuler et va devoir comprendre un petit peu ces différentes initiatives. On ne va pas avoir le temps de construire des ponts réels avec les différentes initiatives. On a 2 ans pour opérer tout ce que je vous ai dit là, ce qui est excessivement court. Maintenant, on sera en relation, enfin, on va essayer d'être en relation constante avec les différentes autres initiatives européennes, qu'elles soient privées, publiques, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a bien sûr en tête. On a un très très large consortium qui réunit, donc vous avez vu 17 partenaires, ça fait à peu près, on a fait le kick-off, c'était 60 personnes. Et vous imaginez bien que dans ces 60 personnes, on a une bonne connaissance quand même de ce qui se passe à l'échelle européenne. Et donc on connaît bien sûr Gaia-X. Nous, on intervient dans Gaia-X France, notamment, le hub. Donc voilà, évidemment, il faut qu'on fasse quelque chose en articulation avec les autres initiatives. Mais ça sera forcément limité. Merci Emmanuel. Alors une question assez rapide pour vous, Hossein. Est-ce que vous avez prévu de faire participer des étudiants, par exemple d'écoles d'ingénieurs, dans les Data Challenge? Alors les Data Challenge sont des initiatives ouvertes, donc tout le monde peut participer, aussi bien des étudiants d'école d'ingénieurs en France, à l'étranger, des professionnels de santé, c'est entièrement ouvert. Mais on a une articulation avec les écoles d'ingénieurs et avec les étudiants en général, les étudiants en médecine aussi. Je profite de cette question pour dire qu'on a aussi la possibilité d'accueillir des internes de médecine au Health Data Hub. On a l'accréditation pour avoir des internes de santé publique au sein de notre structure. Donc ça, les internes, ça marche par choix. Donc au prochain choix, on va y travailler. Donc ce sera très intéressant d'avoir au sein de la structure des futurs médecins de santé publique qui seront au cours de leur formation sensibilisés aux thématiques sur lesquelles on travaille. Mais pour répondre à la question, bien sûr, les data challenge sont ouverts à tout le monde. D'accord, super. Carole, une question pour vous. Pareil, réponse rapide. Au-delà de l'étude du projet du partenaire au démarrage de ce conventionnement, est-ce qu'il y a un suivi audit des partenaires pendant la durée du conventionnement? En audit, je ne sais pas, mais un suivi en tout cas des engagements effectivement des partenaires au fil de l'eau, en accompagnement des conseils, des questions. Maintenant, on n'est pas dans une position d'audit. Les partenaires ont leurs projets en main, c'est eux qui vont les déposer aux différentes étapes. On ne prend pas la plume pour eux, mais on les accompagne. Oui, ça marche, je crois. On les accompagne au fil de l'eau et effectivement, on essaye de se caler sur des calendriers communs pour essayer de ne pas faire dévier les projets. C'est vrai qu'on est aussi avec des porteurs qui vont avoir forcément d'autres activités. Ça vient souvent en plus quand on travaille par exemple avec des acteurs hospitaliers. Donc, on essaye de minimiser ce temps, mais garder le cap. Donc, je dirais que c'est plutôt ça l'idée. Merci Carole. Une question dans la salle, mais ultra rapide si vous voulez bien. Une seule, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je suis désolé, madame. Merci. Oui, bonjour. Émilie Counil, chercheuse à l'Institut national d'études démographiques. Ma question porte sur l'enrichissement de ces différentes sources de données par des données sociales et démographiques, puisque une des priorités de la stratégie nationale de santé est la lutte contre les inégalités sociales et territoriales. Alors, évidemment, dans les ouvertures, on a parlé environnement, qui est quelque chose d'extrêmement essentiel, et évidemment, juste à côté, il y a aussi, enfin voilà, c'est tout aussi important, les données sociales. Donc ça, nous allons démarrer en fait un groupe de travail qui notamment associe des membres de notre conseil scientifique sur ce sujet-là, et évidemment avec les acteurs de l'écosystème, donc les différentes agences, les différentes institutions qui travaillent et qui sont spécialistes de ces données sociales-là, pour essayer justement de comprendre où sont les freins, de déverrouiller. Donc ça, c'est vraiment dans notre agenda 2023, et pourquoi pas peut-être à un moment donné lancer des appels à projets. En tout cas, faire des actions dans ce sens-là, c'est évident que c'est quelque chose qui est dans notre tête pour 2023. C'est absolument essentiel, c'est évident. Merci à tous les quatre. Je vous laisse rejoindre la salle.